On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mon Hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Si le jeu d'échecs était une personne et pouvait parler, il dirait d'elle, ou il l'appellerait marraine. Marraine, c'est de ça qu'il s'agit parce qu'elle est surnommée marraine du hip-hop. Vous l'avez compris, aujourd'hui on reçoit une grande dame. L'hôte du jour, c'est Anne-Valérie Atlan, alias Valou Gold, alias Valou. Salut Valou, comment vas-tu? Bonjour Audrey, Tu vas bien? ça va très bien, merci de me recevoir. C'est un honneur de te recevoir en tout cas ici. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, je m'appelle Anne-Valérie Atlan, je suis née le 3 juin 1972 à Paris et je suis tombée dans je suis tombée dans la marmite de la culture hip-hop autour de 13-14 ans, quand j'avais 13-14 ans, donc dans les années 80. Je suis tombée comme beaucoup de gens de ma génération grâce à une émission HIP-HOP qui était diffusée le dimanche après-midi sur TF1. À l'époque, il n'y a pas de câble, il n'y a pas plein de chaînes, on a juste 3 chaînes. On n'a même pas la 5, la 6, on a la 1, la 2, la 3. Donc, forcément, le dimanche, tu regardes la télé et puis je tombe sur cette émission qui à l'époque est vraiment un énorme, comme un genre de pavé dans la mare, c'est-à-dire que c'est très 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 nouveau ce qu'on voit à l'écran. On voit des jeunes issus de quartier, donc moi qui viens de Paris 16e et qui côtoie plutôt le même type de personnes tout le temps, on va dire plutôt blanc. Non mais c'est réel pour le coup, pour l'époque. Et là, tout d'un coup, voilà, on voit plein de jeunes issus d'origines différentes, pas forcément de Paris, issus beaucoup de banlieues, et puis habillés de façon assez originale, parce qu'à l'époque, à la télé, on voit personne en survêtement. C'est vrai. Quand tu es à la télé, c'est quelque chose de très solennel et de très, on va dire, noble. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et là, on voit des jeunes en survêtement, on voit un présentateur en survêtement avec des casquettes. Tout ça est extrêmement nouveau, en fait, en termes de style vestimentaire. Et le fait que ce soit nouveau, que ce soit le style, la musique, on voit des platines, on voit des DJ, on voit des baskets. Personne n'était en basket à la télé. Moi, ça me frappe complètement en plein cœur, on va dire. C'est surtout l'énergie qui me frappe, l'énergie qui se dégage de tout ça, de cette danse, de ces DJ, parce que c'était beaucoup de la danse HIP-HOP. Et voilà, et je pense que le coup de cœur est arrivé là, donc on est en 83-84 à ce moment-là. Et puis après... Avant tes 10 ans? Non, pas avant mes 10 ans. Non, juste après, j'avais oui, c'est vrai. plutôt à mes 12-13 ans. Ok. 84, j'avais 12 ans. Et ensuite, naturellement, je vais au collège, je marche, j'habite dans le 16e, à côté du Trocadéro. Je passe régulièrement par la place du Trocadéro, donc tout naturellement, je croise à ce moment-là pas mal de jeunes qui sont là. Enfin, jeunes, on a le même âge, ils sont peut-être légèrement plus âgés que moi. Et c'est là aussi que finalement je rencontre, c'est comme si je rentrais dans mon écran de télévision. Je passe à travers la télé, je ne vois plus ces jeunes à travers un écran, mais je les vois à côté de moi sur l'esplanade du Trocadéro. Et je suis tout de suite happée par cette énergie. Vraiment, c'est de l'énergie pure que je reçois et qui me happe en fait. Et alors pour la présentation, ça c'est la rencontre avec le hip-hop. Et du coup, de fil en aiguille, on va dire, rencontrant cette culture, embrassant totalement cette culture, je rencontre pas mal de personnes qui vont finalement m'accepter dans leur cercle
parce que je me rendrai compte tout au long de ma vie que tout est une question de cercle. Mais pourquoi tu parles d'accepter? Parce que je suis une fille. Mhm. Il n'y a que des mecs. Il y a très, très, très peu de filles. Tu t'imagines, il y en a déjà peu aujourd'hui, donc encore moins en 84. 86, du coup, là, on est plutôt en 86 au Troca. Déjà parce que je suis une femme, une fille, une jeune fille. En plus parce que je suis blanche. Enfin, tu vois, c'est très, très, très rare. Juive, en plus de ça. Du 16e. Du 16e. Donc, c'est très peu le type de personnes que tu pouvais rencontrer, soit au Trocadéro, soit dans les premières soirées où on célèbre cette culture, que ce soit dans les boîtes, au Timis, etc. Donc, on était très, 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 très peu, vraiment. Et voilà, je me fais accepter parce que tout de suite, je rencontre un chef de gang qui s'appelle Momo, paix à son âme, Momo Lasné, qui était chef des Asnés. Et c'est très étrange de parler de ça aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, les gangs et les bandes régnaient sur Paris. Il y en avait beaucoup. Alors, certaines chassaient les skins, Mhm. voilà, d'autres, on faisait plein de choses dans Paris. Et moi, on va dire que j'étais sous la protection au tout départ de Momo Lasné et de sa femme, Malika, qui est toujours là et qui est extraordinaire. Au début, elle me voyait vraiment comme une petite meuf du 16 et tout ça. Je pense que nos débuts n'ont pas été très, très cool. Elle voulait me rentrer dedans. Et puis après, elle m'a pris sous son aile et je la vois toujours aujourd'hui, Malika. Donc voilà, On lui passe le bonjour. c'était une autre époque. C'était une autre époque, mais on va dire que je viens de là. Ok. Et là, presque 40 ans après, tu es toujours là. Et je suis toujours là. On va dire que j'ai toujours été du côté professionnel parce que dès le départ, j'ai envie d'en être. J'ai pas envie d'être en mode fan, on va dire entre guillemets. J'ai envie d'être de ceux qui la font, cette culture-là. De ceux qui la propagent. Qui la propagent du côté professionnel tout de suite. Je me suis tout de suite mis du côté professionnel alors qu'il y en a qui se sont mis tout de suite du côté fan, admirateur, consommateur, on va dire, de cette musique ou de cette culture. Moi, j'ai été du côté professionnel. Donc, le côté professionnel, c'était quoi? C'était qu'on s'est tout de suite structuré avec IZB à l'époque. Donc, c'était une association. On s'est tout de suite mis dans l'organisation d'événements. Voilà. On a organisé les tout premiers événements hip-hop sur Paris et donc organisé des soirées où on diffusait cette musique-là puisqu'il n'y avait nulle part ailleurs pour l'écouter. Très, très, très peu de radio, très, très peu de... il n'y avait pas de programme à part les soirées. Donc, j'ai tout de suite été dans l'organisation et commencé par l'organisation de soirées avec un éminent membre d'IZB qu'on a appelé Cut Killer, qui aujourd'hui est DJ Cut Killer, donc qui a animé ces premières soirées. Enfin, on était ensemble, c'était nos soirées. Et puis, de l'organisation de soirées, c'est passé à la production de spectacles, de concerts, donc faire venir des artistes américains et français en concert. Donc, moi, j'ai fait mon cheminement dès le départ sur l'événementiel, l'organisation de soirées, l'organisation de concerts, où on s'est bien planté au tout début. Il fallait, hein, c'est comme ça qu'on apprend, on va dire. Ouais. Même si ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Premier concert à l'Élysée-Montmartre, on s'est bien planté. C'était en quelle année? Alors, 89, on Ok. s'appelait Rap Sans Frontières, avec Lakim Shabazz, qui était un rappeur américain assez militant, assez engagé politiquement. Il y avait Kings of Pressure aussi, des New-Yorkais. Et puis, il y avait Lakim Shabazz, Kings of Pressure, Ultramagnetic MCs et des rappeurs anglais, Fresh Key, et des rappeurs français. Donc, c'était notre premier événement. Tu vois, je suis toujours aujourd'hui dans la production de concerts et de spectacles, mais je viens vraiment de là. C'était mon premier métier avant même le journalisme et les interviews. Justement, là, tu as dit premier métier, tu m'ouvres une petite porte. Tu as eu plusieurs casquettes dans ce mouvement-là. Déjà, je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais je vais les énumérer. Tu es réalisatrice de clips, il me semble. Oui. Toutes ces casquettes-là, je tiens à le dire avant qu'on les énumère, c'est que comme j'ai monté ma boîte, j'ai bossé d'abord pour des entreprises. J'ai d'abord été salariée, notamment par des groupes de presse, en tant que rédactrice en chef pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai monté ma boîte. Quand tu montes ta boîte et que tu es en indépendant et que tu deviens entrepreneur, chef d'entreprise,
Tout est très dur quand tu es entrepreneur parce que tu travailles avec ton propre argent. Tu n'as pas un salaire qui tombe à la fin du mois. C'est vraiment avec ton argent que tu travailles. Et souvent, c'est difficile dans les débuts. Tu en perds plus que tu en gagnes. C'est très difficile de générer des bénéfices. Ce qui fait que tu n'as pas l'argent pour engager les personnes qui sont censées faire les tâches que tu dois faire. Ce qui fait que dans le rap, comme on s'est souvent structuré en indépendant, on a appris à tout faire nous-mêmes. Mais c'est plus par manque de moyens et par l'envie de faire les choses bien. Donc tu t'improvises réalisateur, tu t'improvises plein de choses en fait. Tu t'improvises tout ce que tu dois être. Quand je dis tu t'improvises, tu apprends sur le tas, tu pratiques et pour moi c'est aussi la meilleure des écoles. Donc c'est vrai que les premiers clips qu'on a faits, je me suis entourée de réalisateurs qui étaient déjà confirmés. Donc je me suis mis en choréal. Mais en étant en choréal, ça m'a permis d'apprendre le côté technique de la réalisation, d'apprendre le métier tout simplement. Et dès que je me suis sentie assez forte, parce que j'avais été sur 3, 4, 5 clips en tant que choréal, non d'abord en tant que prod, juste la prod, ensuite choréal, et ensuite j'ai réalisé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent par manque de moyens qu'on apprend tous les métiers. Donc celui de réalisatrice, effectivement, où j'ai commencé à réaliser pas mal de clips pour La Fouine notamment. Et puis après, pour plein d'autres artistes, j'ai fait du Section d'Assaut, j'ai fait du Rof, j'ai fait du Iqbal, Criminel, j'ai fait des classiques de La Fouine, que ce soit Papa, D'où l'on vient, Du Ferme, plein d'autres, Kaira for Life. Est-ce que tu sais à peu près combien de clips tu as réalisé? Franchement, je dois en être à une 50aine, je pense. Ouais, un peu plus de 50, parce que je l'ai fait sur vraiment beaucoup de temps. Depuis 2007, je réalise du clip. Un clip dont je suis très fière aussi, c'est Denzo feat. Bramsito, qui s'appelle Cramé. Un clip qu'on a tourné à Grigny, à la Grande Borne. Avec, une histoire de police, non? Ouais, en fait, j'ai repris, le concept, c'était de reprendre des scènes cultes du film La Haine. Donc, j'ai vraiment fait rejouer à Denzo, Bramsito, et un acteur, un jeune acteur que j'aime beaucoup, qui est très fort, qui jouait le rôle de Saïd Tagmaoui. Donc chacun a repris le rôle d'un des 3 protagonistes de La Haine. Et on a refait vraiment pratiquement à l'identique des scènes cultes du film. Et la petite anecdote dans l'histoire, c'est que j'ai réussi à faire jouer dedans Hubert Koundé, donc un des acteurs de La Haine, cousin Hub, qui joue le rôle d'un mendiant, d'un clochard dans le clip, et qui, à la fin, enlève son masque et on se rend compte que c'est Hubert. Donc, effectivement, on a rejoué des scènes avec la police, notamment la scène où il braque le jeune et le jeune braque la police. Et puis, il y a Saïd dans La Haine, à la base, ferme les yeux. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait ouvrir les yeux à mon acteur. Et ce qui est fou dans ce clip-là, que je réalise, c'est qu'à la fin du clip, je mets un message, donc tu vois, qui est encore d'actualité, et encore plus d'actualité aujourd'hui. L'amour est plus fort que la haine. Le but, c'était de faire passer un message, de faire comprendre aux jeunes des quartiers que c'était compliqué d'être toujours en opposition avec la police, même si, bien évidemment, je peux le comprendre, parce que les exemples qu'ils ont, malheureusement, sont très difficiles. Les interactions qu'ils peuvent avoir avec les policiers sont souvent très dures. Mais moi, c'était un message de paix que je voulais apporter entre justement la police et les quartiers. Et ce qui est fou, c'est qu'on sort ce clip le vendredi, et le lendemain, mon associé Michel se fait agresser par 3 policiers dans notre studio. Le lendemain de ce clip-là, où on termine avec l'amour est plus fort que la haine, et où le policier baisse son arme. Et voilà, donc il y a eu tout un... Enfin, c'était assez étrange, toutes ces coïncidences. Voilà. Là, on est parti dans autre chose, là, Audrey. Mais c'est vrai que... Non, mais tout ça pour dire que à chaque fois que je réalise un clip, il y a toujours une portée, il y a toujours un message. On ne le voit peut-être pas tout de suite, mais je mets toujours des messages dans mes réalisations. Et j'ai toujours besoin qu'il y ait une seconde lecture, en tout cas différents niveaux de lecture, parce que le but, c'est d'apporter des choses, c'est de laisser des traces. On me dit souvent, Valou, tes clips, au début, on ne les comprend pas, et quand on les regarde avec le temps, c'est vrai que ça devient des classiques. Quand on montre le clip de La Fouine, Papa,
que je réalise quand on le montre la toute première fois à Laurent Il Bounot. y a ta fille d'ailleurs. Il y a ma fille qui joue le rôle de la fille de La Fouine. Quand on le montre pour la toute première fois à Laurent Bounot, avant même qu'il sorte dans son bureau, bon, Laurent Bounot lâche une larme, tu vois. Pareil pour ce fameux clip Cramé de Denzo et Bramsito, quand le clip sort et que voilà, Booba écrit un message pour promotionner le clip, en tout cas qu'il envoie le clip sur ses réseaux, il dit qu'il a failli lâcher une larme à la fin. Donc c'est vrai que souvent, ce qui revient beaucoup, c'est le côté émotionnel que je peux transmettre, que ce soit dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes réalisations, mais également quand je produis des artistes, quand je monte des concerts, quand je fais de la scénographie, quand je monte le spectacle L'âge d'or du rap français. L'âge d'or du rap français, c'est 3 heures d'émotion pure. C'est une tournée qu'on a montée en 2017. On a fait une 20aine de zéniths, un Bercy, une fête de l'humanité. J'essaye de faire des tableaux qui parlent et qui vont amener de l'émotion aux gens. Donc je pense que c'est le fil conducteur de ma carrière. Tu es peut-être quelqu'un d'émotif aussi. Tu as de l'amour à donner. Oui, j'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour en moi. Peut-être parfois trop. Parfois, ça m'a joué des tours, on va dire, dans l'industrie, parce que cette industrie, elle est quand même dure. Pitoyable. C'est absolument pas le monde des bisounours. Mais je pense que c'est une histoire de, comme je dis toujours, c'est une histoire de curseur. Il faut savoir doser. On fait tous des erreurs quand on rentre dans cette industrie. J'en ai fait, on en fait tous, on en a tous fait. L'important, c'est de rester fidèle à soi-même et fidèle à ses valeurs. Avec ses convictions. À ses convictions. Est-ce que tu as été manager aussi? Bien sûr, je le suis toujours. Ok. Bien sûr. Donc, tu as une casquette de réal après manager aussi. Totalement. Ok. Tu sais, quand on travaille pendant très très longtemps, comme on l'a fait avec La Fouine, sur La Fouine, je suis tour manager. C'est-à-dire que j'occupe le rôle du manager sur les dates. D'accord. En tournée, en showcase. Le tour manager est la personne qui vraiment remplace le manager, même si le manager est là sur les dates, mais c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est booking, showcase, concert, prestation de l'artiste, s'occuper que tout soit nickel, s'occuper que les VHR, c'est-à-dire la façon dont l'artiste va voyager, que ce soit en train, en van, en avion, que tout soit là en temps et en heure, les hôtels, etc. Tour manager, c'est un gros travail et je l'ai fait pendant très longtemps. Et c'est vrai que, bon, souvent les gens me disaient on pensait que c'était toi le manager. Non. La Fouine avait 2 managers, Momo et Romaric. Moi, j'étais tour manager. C'est eux qui m'avaient embauché. Michel était donc producteur de spectacles. On faisait également les clips. Mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup de choses parce que c'est vrai que j'aime toujours faire bien. Donc, je m'attache beaucoup aux détails. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment apprendre, mais déjà bien avant La Fouine. Je l'avais déjà appris aux États-Unis quand j'ai bossé dans des boîtes de publicité, donc d'attaché de presse. Quand j'ai bossé un peu chez Bad Boy, je travaillais avec les managers des artistes. Donc, j'ai déjà appris le métier de manager aux États-Unis. Nickel. Éditeur. Tu l'es aussi? Oui, bien sûr, éditeur. Quand on a monté notre boîte avec Michel en 2006, donc une boîte de prod audiovisuelle, à la base, c'est pour produire des émissions, on dit des contenus maintenant, des contenus pour la télé, puisqu'on a produit cette fameuse émission 10 minutes avec, où j'interviewe les artistes dans un Hummer limousine. Que j'ai connu quand j'étais au collège. Ouais, tu regardais 2005. Ouais, exactement, 2005-2006. Et sur Zik. Toujours des choses improbables avec moi, toujours des choses exceptionnelles. J'arrive à faire mettre un costume à la Mafia Quinfri. Donc j'arrive à faire mettre un costume à Kerry, à OGB, à Teddy Corona. C'était incroyable. Ils m'ont dit, Valou, t'es la première qui nous fait mettre des costumes comme ça, bien sûr devant les caméras. Donc c'est vrai que j'essayais à chaque fois de ramener des concepts un petit peu novateurs. Et je le fais toujours, mais ça a toujours été ma marque de fabrique, on va dire. Donc oui, éditeur, la boîte d'édition, on la monte bien après au sein de ma boîte. On la monte au moment où on monte le label. En 2016, on commence à produire, donc tu vois, 10 ans après,
commence à produire des artistes. La première artiste qu'on a produite s'appelait Jessica, une chanteuse d'origine haïtienne qui venait du gospel. Ça, c'était notre première artiste en tant que producteur donc d'artistes et label. Et je crois 2-3 ans après, on monte la boîte d'édition, tout simplement parce qu'on comprend que le game, il est vraiment dans les éditions. Et que c'est vraiment en ayant sa boîte d'édition que tu peux commencer à être périn, à pérenniser, on va dire, les revenus de la musique et surtout à avoir des revenus qui tombent régulièrement, chose que tu n'as pas quand tu n'es que producteur d'artistes. Surtout, pour moi, c'est l'édition le plus important. C'est l'édition parce que c'est des choses, comme je te dis, qui, quand tu édites un titre, c'est-à-dire quand tu signes, quand tu déposes, un titre à la SACEM et que tu as tes parts d'éditeur, donc d'édition, c'est de l'argent qui te rapporte à vie, enfin qui tombe à vie. Alors, bien sûr, encore faut-il que le titre sur lequel tu es éditeur tourne un minimum. Quand je dis tourne, c'est-à-dire soit diffusé en radio ou en télé ou sur les scènes, puisque les scènes rapportent aussi de l'édition. Et maintenant, depuis peu, les vues YouTube rapportent également de l'édition, mais également les streams. Donc c'est passé maintenant aussi au digital. Donc si ton titre a une vie et que tu es éditeur du titre, effectivement, c'est des rentrées qui permettent de vivre et qui permettent aussi de faire vivre le label et de pouvoir investir dans la production d'artistes qui coûte extrêmement cher. Parce que ça, je l'ai compris grâce à Quincy Jones, en fait. En lisant son livre, c'est lui qui explique l'édition. Et j'ai compris qu'on n'en parle pas, on parle beaucoup des producteurs, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Mais les éditeurs, on ne parle pas souvent d'eux. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de plus en plus du contrat 360, tu as dû en entendre parler. Les labels, depuis quelques années, proposent aux artistes de plus en plus un contrat 360. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi les éditions. Le contrat 360, c'est... alors, il n'y a pas qu'un contrat. Hein. On dit le contrat 360, c'est une façon de parler, mais en réalité, tu as plusieurs contrats. Mais c'est le fait de faire signer à ton artiste tout ce qui va générer des revenus autour de lui, c'est-à-dire les éditions, la production, le management et les tournées. Et aujourd'hui, ça coûte tellement cher de produire un artiste et il y a tellement d'artistes sur le marché, c'est-à-dire que ça devient tellement difficile de se démarquer. En tant qu'artiste, il n'y a plus que le marketing pour se démarquer, c'est-à-dire l'argent que ton producteur va investir. Mais pour pouvoir investir tout cet argent, il faut qu'il puisse avoir des rentrées de partout. C'est le seul moyen. C'est pour ça que le contrat 360 est devenu aussi populaire. C'est parce qu'aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de développer un artiste et de l'amener assez haut dans sa carrière. Donc, on est obligé de récupérer un peu partout sur toutes les sources de revenus de l'artiste. Très bien, nickel. Scénographe. Ouais. La scénographie, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris et développé aux États-Unis et ensuite en revenant parce que comme je te l'ai dit, j'ai commencé en organisant des concerts, mais également j'étais consommatrice de concerts. J'ai dû aller à, je sais plus, avant je collectionnais les billets, tu sais. Je fais ça parce que j'ai une pile qui fait vraiment ça, pour de vrai. En francs, en euros, t'as vu la transition. Ouais. Les billets de concert, je te parle, oui. Les billets de concert. Et franchement, j'ai arrêté, mais la pile que j'ai, je crois que je l'ai encore chez moi, elle fait ça. C'est juste des places de concert. Tu sais qu'il y a des places de concert qui valent de l'or. Il y en a qui sont vendus sur le Bon Coin qui valent très cher. Oh là là, si je revends, mais j'en ai tellement. Parce que moi, je sais que sur le Bon Coin, je tape des fois Michael Jackson, je vois billets francs. Ah ouais, ils le vendent. Et il y a des gens qui achètent. Parce que c'est collector, en fait. C'est collector. J'en ai tellement. J'ai des billets qui sont américains. J'ai assisté à tellement de concerts, que ce soit en France ou aux États-Unis. Quel est le concert qui t'a le plus marqué, d'ailleurs? Waouh. Je pense que c'était Michael Jackson au Parc des Princes. Quelle année? 97? Oula. Oh non, bien avant. 88? Il faudrait regarder sur Google, mais... c'est 88, je crois. Michael Jackson, c'était juste incroyable. Tu sais, c'était le concert où il arrivait, il volait. Il volait au-dessus du public, en fait. Il était tenu par des câbles. Prince aussi, parce que j'étais une grande admiratrice de Prince, et je le suis toujours, et j'allais à tous ses concerts. Je me souviens d'un concert au Zénith, où j'étais avec mon papa. C'était la tournée Sign of the Times, et on avait un dress code. Il avait demandé à tout le public de venir habillé en peach and black. Ah bon? Pêche, c'est couleur pêche, saumon, pêche et noir.
il fallait tous être en pitch and black. Donc, on était tous habillés en pitch and black au Zénith. Et puis, Prince, c'est un showman juste incroyable, un musicien hors pair. On va dire que il avait ça de plus que Michael, c'est qu'il jouait aussi des instruments. Tu vois, Michael utilisait bien sûr sa voix et son corps, puisque c'était un danseur hors pair et un chanteur aussi hors pair. Mais c'est vrai que Prince, on les a beaucoup comparés pendant longtemps, on les a beaucoup mis même en opposition. Il avait ça de plus, c'est que c'est un extraordinaire musicien, multi-instrumentiste, qui maîtrise aussi bien la guitare, la basse, le piano. Enfin, c'est incroyable, Prince. C'est un vrai génie pour le coup. Et voilà, donc ces 2 concerts-là m'ont marqué. Et j'ai envie de te dire, le 3e, c'est celui que j'ai monté, c'est l'âge d'or du rap français. Parce que quand je m'extrais de moi-même et que je me mets à la place d'un spectateur de l'âge d'or du rap français, donc la tournée de 2017, et on peut dire que j'étais souvent à leur place, puisque moi, sur la tournée l'âge d'or, je ne suis pas que productrice, je ne suis pas que scénographe, je suis aussi à la technique. C'est-à-dire que si tu viens dans le concert, donc c'était comme je t'ai dit, c'était une vingtaine de Zénith et un Bercy. Tu venais à Bercy, j'étais pas en coulisses, j'étais au milieu de la salle, tu sais, là où il y a la régie, avec mon casque, mes micros, et je suis en train de gérer les lumières, le son, les médias qu'on envoie dans les écrans. C'est moi qui les envoie, chaque média, donc chaque décor qui est derrière les artistes. En même temps, je suis en connexion avec les régisseurs, etc. Donc, j'ai toute la partie technique que je gère sur chaque date. Et donc, je suis vraiment au milieu des gens, puisque tu vois, j'ai des spectateurs. Ce qui fait que sur chaque concert, je voyais autour de moi les réactions en temps réel. J'ai vu tellement de larmes couler, Audrey. À certains moments, mais vraiment des larmes, des vraies larmes. C'est-à-dire que ce concert-là, c'était beaucoup de parents, on va dire des trentenaires, des quarantenaires, qui venaient avec leurs enfants ados. Il y avait beaucoup de jeunes, hein. Attention, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados. Je pense que c'était attendu quand même. Cette tournée, elle était attendue quand même, parce qu'on a entendu parler beaucoup. Et on entend parler encore jusqu'à aujourd'hui. Et on la relance d'ailleurs. Et donc, si tu veux, c'est vrai que voir ce que j'ai vu dans les yeux des gens à chaque date, ressentir ce que j'ai pu ressentir quand les gens venaient me féliciter à la fin, et puis surtout féliciter les artistes, voir le love qu'on donnait aux artistes. Certains d'entre eux n'étaient pas montés sur scène depuis longtemps, d'autres avaient l'habitude de faire de la scène, n'ont jamais arrêté. Et si tu veux, c'est vrai que tu parlais du métier de scénographe. Non, tu parlais d'un de mes concerts préférés, mais je pense, c'est un peu... peut-être un peu hautain, peut-être que je manque un peu d'humilité, mais je pense que c'est aussi un des concerts. On l'a préparé avec tellement d'amour, avec tellement de détails. On a produit des courts-métrages qu'on diffusait sur la scène entre chaque apparition d'artistes. Donc il y avait toute une histoire, c'était un fil conducteur avec ce concert qui commence avec le petit garçon qui a un casque sur les oreilles et qui est un jeune de 10 ans et qui représentait finalement les jeunes d'aujourd'hui, on va dire. Et avec cette voix, alors évidemment je fais la voix, c'est la voix du hip-hop qui lui demande qu'est-ce que tu écoutes. Il écoute Maître Gims, ah c'est du rap, mais connais-tu vraiment l'histoire du rap français? Boum, la caméra arrive, on est sur Ticarette, on est sur Dan de Ticarette. Ticarette, la première boutique hip-hop en France. Enfin, tu vois, on a essayé de mettre beaucoup d'éléments de la culture, donc c'était un show et en même temps une histoire, l'histoire du hip-hop qui se racontait sous les yeux des téléspectateurs. Donc je pense que ça fait partie des concerts, alors que j'ai fait, mais sur lequel j'ai le plus aimé aussi être dans la salle et le regarder, puisque forcément je le voyais tous les soirs vu que je travaillais dessus. Là, il y a des questions qui me viennent justement sur l'âge d'or du rap français. Comment l'idée vous est venue? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû y penser, mais entre la pensée et l'action, il y a un monde. C'est ça, beaucoup de gens y ont pensé. Je crois que c'était une conversation, on parlait avec Michel, je crois que Michel avait parlé avec DJ Battle, avec qui DJ Battle qu'on rencontre donc qui fait partie de l'équipe de La Fouine et avec qui on reste toujours très en relation. Et je pense qu'on en parlait un jour avec Battle. Et voilà, l'idée est arrivée dans nos têtes. Moi, je disais dans cette conversation que, en tant que mère d'ado, j'étais maman d'ado à l'époque, je trouvais que les jeunes ados
je le voyais avec les amis de mes enfants, etc., n'avaient pas assez la culture du rap. Puisque moi, je parle beaucoup avec les jeunes, même quand j'avais à la maison. Vous écoutez quoi? Alors, à l'époque, ils écoutaient, je ne sais plus ce qu'ils écoutaient à l'époque. Je crois qu'ils écoutaient l'Enfoiré, ils écoutaient, tu vois, tous les titres qui cartonnaient à l'époque en rap. Je disais, ok, c'est super, mais vous connaissez un petit peu l'histoire de cette musique? Et à chaque fois, c'était non. C'était un vide, tu vois. Et moi, je me souviens que dans la conversation qu'on avait eue ce jour-là avec Michel et Battle, j'avais ces retours-là qui me revenaient. J'en avais marre que, contrairement aux États-Unis, qui est un pays où j'ai habité, que je connais bien, la culture est présente partout. Les jeunes de 12 ans connaissent leurs classiques. Ils ont 13 ans, mais ils connaissent, je ne sais pas comment t'expliquer, ils connaissent Nas, ils connaissent Jay-Z, ils connaissent Usher, ils connaissent 112, ils connaissent... Mais en France, non, ils vont pas connaître du tout. Donc, moi, c'était ça qui m'animait. Et puis, voilà, on en a parlé. On s'est mis à appeler pas mal d'artistes. Donc, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Il faut savoir qu'on a vraiment appelé beaucoup plus de monde que ce qu'il y a eu. Il y en a qui ne pouvaient pas, malheureusement. Et puis, on l'a fait. On s'est remonté les manches et on l'a fait. Et on n'a eu que 3 mois de préparation, je crois. Peut-être que tu étais l'une des plus légitimes à le faire, en fait. Parce que tu connais, tu es là depuis, comme on l'a dit, presque 40 ans. Peut-être. Après, il y en a d'autres, bien sûr, qui auraient été légitimes. On va dire que j'ai peut-être eu le plus de force parce que j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont dit, Valou, nous, on a essayé, mais on a rencontré tellement de murs. On s'est confronté à parfois même des artistes, des comportements assez bizarres. Et il fallait une force pour mentale, pour convaincre les artistes, pour le faire bien. On a voulu nous racheter à certains moments, on a voulu racheter le concept avant même qu'on le fasse, en enlevant toute une partie des artistes qui, pour certains qui voulaient nous racheter le concept, n'étaient pas vendeurs. Nous, on n'a pas voulu. On a dit c'est ça ou rien. Déjà, on ne vend pas notre concept. Et notre concept, le rap français, c'est ces gens-là. On ne va pas prendre juste ceux dont le nom est peut-être le plus resté dans l'histoire ou qui sont peut-être encore connus aujourd'hui. Nous, il fallait vraiment que toutes les personnes qui ont marqué l'histoire du rap français, qui ont apporté ce qu'on appelle une école du rap, soient représentées. Et donc, on a été jusqu'au bout, on n'a pas vendu notre concept, on l'a fait, on s'est retroussé les manches. On a produit la tournée avec Eric, qui avait à l'époque Yuma Prod, qui s'est occupé de tout l'administratif et qui a été juste extraordinaire. Qui aujourd'hui maintenant est sur Nueva et travaille avec Live Nation. Voilà, Eric a été extraordinaire. On relance les dates, certaines dates de la tournée. On va faire maintenant des dates un petit peu partout. Il y aura une énorme date bien sûr à Paris avec tout le monde. Et là, on va commencer à faire un petit peu des dates pour réchauffer un peu les gens. Et là, ce sera Bercy, U-Arena? Sûrement Bercy, ouais, je pense Bercy. Okay. Et en parlant encore de l'histoire du rap français, tu avais dit dans une autre intervention que tu voulais faire la période 2000-2010. Ouais. Est-ce que c'est toujours dans un coin de ta tête? Écoute, on a essayé. Pour te dire vrai, on a essayé. On a été confronté à pas mal de... Alors, c'était pas des refus, mais on va dire que c'était jamais le moment pour les artistes. Et ce qui fait que là, on va vraiment faire des dates où ça va être mélangé. Il y aura un peu de 90 et un peu de 2000. Et on fera avec ceux qui ont envie de le faire. Et de toute façon, il y a une demande, donc les dates seront là. Ça marche. Et là, casquette productrice plutôt. Producteur ou productrice? Peu importe. Peu importe. Là, c'est vraiment le socle. Déjà, qu'est-ce qu'un producteur de musique, s'il te plaît? Alors, un producteur de musique, à la différence du manager, c'est celui qui investit, qui dépense de l'argent. Ça, c'est la première chose à comprendre. Le manager ne sort pas d'argent. Le manager, c'est le contraire. Il est payé par l'artiste. Ou en tout cas, il récupère une partie de ce que l'artiste touche. Le producteur, lui, fait les dépenses qui vont permettre de créer ce qu'on va vendre, le produit, c'est-à-dire de créer la musique, de créer l'image qui va avec la musique. Le producteur, c'est un vrai pari d'être producteur parce que tu investis sans avoir aucune certitude de récupérer ton argent. Il
faut beaucoup investir pour commencer à récupérer. Surtout aujourd'hui, c'est ce que je disais. Parce que vu le nombre d'artistes qui sortent, avec le streaming, maintenant, il est très facile de pouvoir soi-même mettre un morceau en ligne. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément d'artistes de partout. Et les parts de marché deviennent... C'est compliqué. Donc, les producteurs, pour pouvoir sortir du lot, il faut investir un maximum en marketing pour faire sortir son artiste du lot. Donc, le producteur, c'est vraiment celui qui va financer la carrière de l'artiste, qui va financer le produit. C'est-à-dire qu'il va mettre de l'argent pour créer le produit, mais également mettre de l'argent pour vendre le produit, donc le marketing. Et c'est vraiment pas un métier facile parce que les artistes, souvent, où les gens ne se rendent pas compte, avant de commencer à récupérer, il y a beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements d'argent et de temps. Et comme on sait que le temps aujourd'hui est vraiment précieux, les labels ou les producteurs indés, même les majeurs, n'ont plus le temps d'investir quand ils sentent que les artistes vont être bancals, quand ils sentent que les artistes peuvent leur échapper une fois qu'ils auront la lumière et le succès. C'est trop facile. Donc, tu as quelqu'un qui a investi pendant des années, une fois que tu as le succès, tu t'en vas. C'est vraiment un métier très compliqué et très ingrat. Ok. Pourquoi ça le vend en poupe en fait d'être producteur aujourd'hui, manager, à l'instar des agents de foot aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui veulent être agents de foot. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent autour de la musique, donc ça attire forcément certainement. N'importe qui. Et tous ces gens qui veulent devenir producteurs ou managers à tout prix, souvent ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'ils se lancent dans le grand bain, comme diraient Nino et Dadju. Ils se lancent dans le grand bain, mais sans avoir le bagage, sans avoir la connaissance, sans avoir l'expérience. C'est l'expérience finalement qui est le plus importante. En se disant, moi je vois les modèles de réussite, je vois les Nino, je vois les SCH, je vois les Niska, je vois les Aya, je vois tous ces modèles de réussite-là. Les gens qui sont autour ont l'air de faire de l'argent, que ce soit leurs producteurs, leurs managers. Je vais faire la même chose. Mais c'est un vrai métier en fait. On est dans un métier. On n'est pas dans un truc au petit bonheur la chance, je tente, je me mets derrière un artiste. Et puis, non, il y a de vraies règles à connaître. Il y a de vrais codes. Il y a un travail énorme. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée dans la formation et les masterclass. C'est pour apprendre justement à toutes ces personnes qui ont envie de se lancer, ou souvent celles qui sont déjà lancées. Attention, dans mes masterclass, il y a des gens qui viennent aussi se perfectionner. Il y a des professionnels qui bossent avec des artistes, mais qui parfois arrivent à un moment où ils se sentent dépassés. Parce que justement, parfois, l'artiste a explosé, donc trop de choses à gérer. Comment faire des choix, comment gérer aussi la relation avec l'artiste, qui est très difficile. Comment faire pour que l'artiste soit patient quand ça prend pas. Quand ça prend pas, c'est compliqué. Quand ça prend, c'est compliqué. Parce que plus il y a de l'argent, plus c'est compliqué pour l'artiste et les relations avec son producteur ou son manager, parce qu'il va être harcelé de partout. Parce que quand tu réussis, les gens veulent diviser l'artiste et le producteur, ou l'artiste et le manager, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Donc on a envie de diviser les gens pour plus que cette réussite ait lieu. Donc dans mes masterclass en présentiel, qui sont sous la forme d'une grosse journée, qui dure de vraiment 9h à 19h. On va y revenir plus en détail. J'apprends tout ça. Et oui, mais c'était ta question. Pourquoi tous les gens veulent être producteurs, managers ? Je donne de vraies clés. Je fais gagner 10 ans. Les 10 ans que nous, on a perdu avec Michel, où on a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il n'y avait personne pour nous expliquer les choses. Donc, partout où il fallait tomber, on est tombé. Mais on s'est relevé. Et je dis souvent, un bon producteur, un producteur qui réussit, c'est un producteur qui s'est pris 100 portes et qui va ouvrir la 101e, qui va encore pousser la 101e, qui va encore avoir la motivation et la volonté de continuer à produire un 101e artiste, même s'il s'est déjà planté avec 100 autres, c'est là qu'il va réussir. C'est la volonté, la détermination qui paye. Parce que tu peux te planter. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour travailler ensemble. Il y a des visions qui n'arrivent pas à se rencontrer. Mais quand tu es déterminé, que tu connais ton travail, que tu as de l'expérience, tu ne peux que gagner. Après, il faut rencontrer les bonnes personnes, les bons artistes.
il faut que l'artiste ait le bon mindset, le producteur aussi. Il faut que les deux mindsets se connectent. Et là, tu vas forcément vers le succès. Et Valou, j'ai une question qui me vient. Euh, Pourquoi, justement, ce que tu dis, la relation au producteur-artiste, pourquoi certains n'arrivent pas à signer des contrats? Ils ont des liens étroits, mais ils ont du mal à signer des contrats. Ils ne savent pas que ce contrat-là peut les protéger l'un et l'autre. Pourquoi il n'y a pas ce réflexe? Tu parles de signer entre eux, Oui. entre artistes et producteurs? Oui. Il y en a des fois, ils ne signent pas, et après, ils se retrouvent à... Pourquoi? Bah alors, il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'expérience, parce que normalement, tu ne passes pas une seconde avec un artiste tant que tu n'as pas signé un contrat. C'est la base. Parce que c'est toujours frérot, frérot. Et souvent, c'est l'erreur que je fais aussi beaucoup de consulting. Alors, je fais du consulting Ça dans aussi, mes bureaux, c'est une casquette aussi. en présentiel, et je fais du consulting maintenant de plus en plus en visio. Et souvent, les producteurs que je vois en consulting et à qui j'apporte du coup beaucoup de savoir-faire et je recadre les erreurs, eh bien, l'erreur dont tu parles, c'est la plus fréquente. Et je dis au mec, mais donc tu produis cet artiste? Ok, d'accord. Vous avez signé un contrat? Non. D'accord. Tu as dépensé combien d'argent? J'en suis déjà à presque 20 000 €, Valou, de dépenses sur cet artiste-là. Personne n'a entendu parler de l'artiste, c'est normal, c'est du développement. Je lui dis, mais demain, il y a n'importe quel souci, ton artiste, à force de travailler, d'investir de l'argent, tu vas réussir à le faire connaître. Quand tu vas le faire connaître, tu as d'autres personnes qui vont arriver sur lui, qui peuvent lui demander de signer chez eux. Comment tu récupères tes 20 000 €? Il n'y a rien qui vous lie. Ouais, mais non, t'inquiète, c'est la famille. Pas du tout. Il n'y a pas de famille. Et c'est vrai que quand tu leur expliques par A plus B, quand tu leur rappelles la scène dans le film de Tupac, où Tupac, je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène, où Tupac vient d'avoir son premier hit en radio, ce morceau tourne. Donc il arrive dans le bureau de Suge Knight, il lui dit, mais Suge, mon morceau il est numéro 1, il est où l'argent? Je vois pas l'argent. Je suis payé quand? Mon morceau est partout. On me reconnaît dans la rue. Et là, qu'est-ce qu'il lui ramène, Suge? Une pile de factures comme ça, qui fait presque 1 mètre de haut. Bah ça, c'est tout ce que j'ai dépensé pour toi. Toutes les factures. Il avait tout noté. Jusqu'au moindre McDo qu'il lui avait acheté pendant une séance studio, qui fait partie des dépenses. Tout ça, c'est ce que j'ai dépensé. Donc, tout ce qu'on est en train de gagner maintenant grâce au succès de tes titres, ça n'a pas encore remboursé tout ça. Et souvent, ils n'y arrivent pas parce qu'ils mélangent, pour répondre à ta question. Ils ont l'impression que la musique n'est pas un vrai travail. Ils ont l'impression que c'est un truc de pote, c'est drôle. Tu sais, la musique, ça fait rêver. La musique, quand tu ne connais pas, tu ne te rends pas compte que nous, on est debout à 7h du mat, qu'à 9h, on est derrière notre bureau, qu'on reste au bureau jusqu'à 22, 23, minuit, 1h du mat. Je ne rentre jamais chez moi avant minuit. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est du travail. Donc, ce n'est pas une histoire de copinage. Il faut tout de suite mettre les règles. Il faut tout de suite signer les contrats qui protègent les deux parties, qui protègent aussi bien l'artiste, puisque l'artiste se rend compte que son producteur ou son manager a des obligations, et inversement. Et il faut tout de suite, et encore des erreurs que j'ai dû faire avant, appliquer ce qui est écrit sur le contrat tout de suite. Il ne faut pas se dire non, mais ce pourcentage-là, je ne l'applique pas parce que j'ai pas envie de lui prendre de l'argent, il faut que l'artiste puisse vivre un petit peu, là, il n'y a rien qui rentre. Très grosse erreur. Ah oui. Tu appliques le pourcentage tout de suite. C'est un vrai travail. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton savoir-faire, de ton expérience. C'est énorme d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous comme ça, H24. Les artistes, souvent, ne réalisent pas. Et inversement, parfois, les producteurs et managers ne réalisent pas aussi l'implication que peut avoir l'artiste, à quel point c'est dur d'être artiste, à quel point un artiste, il a besoin d'être bien dans sa tête pour pouvoir créer. Donc oui, ce sont des relations qui sont très difficiles et qui, pour moi, les meilleurs exemples de réussite dans le rap sont ceux, je le dis toujours, qui ont su rester très proches de leur équipe et qui n'ont jamais changé d'équipe. Ok, c'est clair. De toutes les casquettes que tu as, on peut même inclure journaliste, c'est laquelle que tu préfères? C'est une super question.
C'est une super question parce que ça parle de ce que je développe beaucoup dans mes masterclass aussi. Mes masterclass tournent autour de ça tourne autour du don ultime. Tu sais ce que c'est le don ultime ? Non. Alors le don ultime, c'est souvent ce que beaucoup de gens cherchent. Et je pense que peut-être toi aussi, Audrey, tu dois être en train de chercher le tien, à moins que tu l'aies déjà trouvé. Si tu l'as déjà trouvé, tu as beaucoup de chance parce que c'est rare de le trouver très jeune. En général, il faut avancer dans la vie et faire beaucoup d'expériences pour le trouver et le comprendre. En réalité, le don ultime, c'est un don, c'est une capacité que tu as, on va dire. Tu vois, tu parlais de beaucoup de cordes à l'arc. C'est la corde qui va être à la croisée de 4 choses. C'est la corde qui va rassembler 4 éléments. Le premier élément, c'est celui qui te donne du plaisir. C'est-à-dire que quand tu fais cette activité-là, toi-même, tu prends beaucoup de plaisir. Ça te rend heureux, ça te motive, tu es heureux. Tu peux faire ça et pas gagner d'argent. Tu as des gens qui font des activités, admettons, je sais pas, de la peinture, de la sculpture. Tu as des gens qui ont cette passion, ils font cette activité-là, ça les rend heureux, parce qu'ils adorent sculpter, mais ça ne leur apporte pas d'argent. Le don ultime, c'est celui qui est à la croisée de te rend heureux, te rapporte de l'argent, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand tu le fais, tu gagnes tout de suite de l'argent, plus qu'une autre activité que tu vas faire qui ne va pas te rapporter. La troisième, c'est les gens reconnaissent ton talent, c'est-à-dire que les gens te disent « tu es archi doué pour ça ». Les gens reconnaissent ton talent, ils te disent « tu as, on va dire, une récompense verbale, enfin en tout cas une reconnaissance, voilà, pardon. Tu as de la reconnaissance, tu prends du plaisir, tu gagnes de l'argent. » Et le quatrième, selon toi ? Franchement, je vois pas. Plaisir, argent, reconnaissance, amour, non ? Ça va avec plaisir, ça. Ah, non, je vois pas. Donc, pour le savoir, il faut venir à ma masterclass. C'est pas mal celle-là. Ou il faut venir en consulting. Le quatrième élément est très important. Quand tu as... Ah bah oui, il faut bien que je laisse un peu de suspense, Audrey. Bien sûr. Quand tu as ces 4 choses qui se mêlent dans une des activités, eh bien tu sais que toutes les autres, tu les élimines de ta vie et tu te concentres sur celle-là. Et effectivement, pour répondre à ta question, celle que je préfère et qui est, je pense, on va dire, mon don ultime. Certains peuvent dire oui, c'est la transmission parce que aujourd'hui, je me rends compte que je fais énormément de bien dans la transmission, mais finalement, cette transmission, c'est de la communication et c'est pour moi ma partie journaliste. Donc, c'est vraiment ma partie interview, portrait d'artiste. Mettre à l'honneur, on va dire, la carrière de quelqu'un, mais également lui apporter des choses. Ce que je préfère faire, mon don ultime. Et alors, bien sûr, quand je te dis ça, j'ai évidemment des exemples. Je te dis pas ça comme ça. J'ai longuement réfléchi, analysé les signes aussi qui venaient à moi. Et la partie interview, la partie mettre en avant la carrière d'un artiste, mais surtout faire connaître l'être humain derrière l'artiste. On dit toujours, est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste ? Des fois, c'est compliqué. Oh là là, je te jure, j'ai vu une vidéo d'R. Kelly là, en prison, je ne sais pas si tu l'as vu. Oh là là. Il chantait. Ouais, il chantait avec un des détenus, enfin il chantait devant les autres détenus. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... On va pas parler. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'aime avant tout, c'est faire comprendre qui est l'homme ou la femme derrière l'artiste. Et je trouve que on le ressent pas assez encore dans les programmes qui peuvent exister aujourd'hui. Avoir de vraies interviews où la personne se livre, où tu comprends qui elle est en tant qu'homme, en tant que femme, avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses victoires, avec ses envies, avec son parcours de vie. J'adore les parcours de vie, ça me passionne.
Tu vois, c'est comme pour le cinéma. Je vais toujours avoir tendance à aller voir des films autobiographiques. Tu vois, les films qui racontent vraiment la vraie vie d'une personne. Je trouve que c'est tellement motivant, inspirant. Tu te rends compte par quoi la personne a dû passer et ça t'apprend des choses au quotidien. Il n'y a pas une journée où j'apprends pas quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Toi, quel film t'a marqué autobiographique et quelle interview t'a marqué Ouais. que t'as faite ou que t'as pu voir? Il y a plein de films en fait. Il y a plein de films. En fait, tout ce qui parle de la réalité, ça va être. Alors, j'avais adoré, j'avais regardé un film, je sais plus si c'était le biopic sur Whitney Houston. Mhm. Bien sûr, les films sur Tupac, le film sur Tupac et Biggie. Les films qui parlent de. Alors bon, les films qui parlent bien sûr de l'histoire aussi, que ce soit l'histoire du peuple noir ou l'histoire du peuple juif, qui sont évidemment voilà, des peuples qui vont. Enfin, l'histoire de peuples qui vont beaucoup me toucher. Donc, Rucaz Nègre, par exemple, qui a été réalisé par une réalisatrice incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer après. Et tu vois, tous ces films-là qui sont historiques, mais également Le Pianiste, qui parle de la Shoah et qui parle voilà, tu vois, de l'histoire du peuple juif, l'histoire du peuple noir. Tous ces films qui vont raconter les 10 commandements aussi, je suis obligée de te dire. Ah oui, oui, oui. Même si, bon, je connais déjà, tu vois, je connais déjà la Bible et la Torah, mais bon, là, tu le vois en image, on va dire. Et tous les films qui parlent vraiment de l'histoire, que ce soit l'histoire d'un peuple ou l'histoire d'une personne, je trouve ça extrêmement enrichissant parce que je pense que le racisme et l'ignorance vient souvent du manque de connaissances. On ne sait pas ce que les peuples ont vécu, on ne sait pas ce que les peuples ont subi, on connaît mal l'histoire et on la réinterprète. Et pareil pour un artiste, quand on ne sait pas ce qu'il a vécu, parfois c'est difficile de comprendre vraiment sa musique ou son personnage. Et le fait, je trouve, de comprendre un petit peu mieux la vie des gens, ça t'aide. Donc je déplore le manque d'interviews où on comprend l'homme ou la femme derrière l'artiste, et c'est ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que je te disais que ce que je préfère le plus dans toutes mes activités, c'est ça. C'est les interviews et les portraits d'artistes. C'est quand que tu reviens, justement? Eh bien, je suis en train de préparer des choses, mais tu sais, il y a le manque de temps, parce que quand tu diriges une entreprise, comme je le fais depuis 2006, tout ça, être entrepreneur est très chronophage. Tu cours après le temps. Tu as une boîte d'édition, tu as un label, tu as un studio, tu produis des contenus. Donc, parfois, je manque de temps pour mes projets perso. Pas assez d'heures dans 24 heures. C'est ça. En tout cas, cette année, je vais prendre le temps un peu plus suite à plein de choses qui me sont arrivées ces derniers mois. Je vais prendre le temps beaucoup plus de me consacrer à mon don ultime, on va dire, et d'arriver avec quelque chose de vraiment lourd, étoffé. Je ne vais pas refaire des choses que j'ai déjà faites, ça n'aura aucun sens. Le but, c'est d'évoluer. Mais pour l'interview que j'ai préféré faire, y en a 2. Je pense qu'il y a celle de Rof, évidemment. Pas un jour ne passe sans qu'on m'en parle. Depuis qu'elle est sortie sur le YouTube de Demolition. Et big up à Demolition, d'ailleurs. Big up. Screech. Et celle de Young Thug, bien évidemment, que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle My Entourage. Et c'est My Entourage avec Young Thug. Et Young Thug, je le fais venir en concert à la base. Donc je reprends ma casquette de producteur de concert. On lui produit 2 dates. Une au Bataclan et une avec au l'anecdote Trianon. de Michel Zecler qui dit fais attention à Michel from Paris, je crois, c'est ça? Oui. Ah, tu t'en rappelles de ça, ouais. Le Michel livre, from le Paris. livre. Ah, il a dit dans le écrit, livre, ouais. c'est dans le livre. C'est vrai en plus. Et donc l'interview que je fais de Young Thug, que vous pouvez retrouver sur YouTube, My Entourage, Young Thug, et celle de Rof, on va dire que c'est vraiment... Alors après, j'en ai fait tellement. Et puis il y en a qui ne sont pas en vidéo, puisqu'il y en a que j'ai faites pour les magazines papier. Mais par exemple, celle que je fais de Jay-Z dans son jet, elle est juste incroyable.
faudrait que je prenne en photo les pages du magazine et que je la republie parce qu'on avait dit des choses à ce moment-là qui sont incroyables, des choses intemporelles et qui nous aident même à comprendre finalement la carrière que Jay-Z a eue jusqu'à aujourd'hui. Quand tu entends ce qu'il me disait à l'époque dans ce jet privé, il n'était même pas encore avec Beyoncé. Et donc voilà, j'ai une interview aussi qui me vient en tête qui est LL Cool J, mémorable. LL Cool J, le premier rappeur à avoir signé avoir signé un contrat en label et avoir été disque d'or avec Def Jam et Layer Cohen. Mais oui, il y a des interviews comme ça qui sont incroyables et où j'ai eu ces retours, les fameux retours quand je te dis tu as la reconnaissance des gens. C'est-à-dire que ce soit après LL Cool J, hop, coup de fil de la maison de disques en France au magazine pour dire bon, bah, LL a dit que c'était une des meilleures interviews qu'on a fait de sa vie. Enfin, tu vois, à chaque fois, tu as ces retours-là. Donc, voilà, tu les prends, tu sais pas trop quoi en faire, mais ça t'aide à te dire, ok, c'est peut-être finalement mon don ultime. Pareil pour Rof, quand j'ai un des fans de Rof qui vient 3 semaines après que l'interview soit en ligne et qui vient devant mon bureau un soir, et limite, j'ai peur parce qu'on m'interpelle de l'autre côté de la rue. C'était un fan de Rof qui avait recherché où je travaillais pour venir me féliciter et me dire, je suis un fan de la première heure, et en plus de 15 ans ou 20 ans de carrière, j'avais jamais entendu mon artiste préféré s'exprimer de cette façon. Donc merci d'avoir montré ce côté-là de lui. Donc tu vois, quand tu as des retours comme ça, des gens qui se déplacent physiquement, tu te dis, bon, ben ouais, c'est peut-être là où tu as aussi quelque chose à apporter et à continuer à apporter. Ok. Encore au niveau des casquettes, je vais te proposer un petit jeu. Donc, tu vas te mettre dans la peau de tout ce que tu es, éditeur, manager, productrice, producteur, non pas compositeur. Mais tu pourras être compositeur aussi. Oui, parce que je fais de l'aide à la compo avec mes compositeurs. En gros, je vais te donner des casquettes. Je fais des top lines. Et tu vas me dire... et tu me diras... on est dans le rêve. En gros, tu me diras, oui, j'aurais voulu faire ça pour tel artiste et pourquoi. Est-ce que ça te va ? Ouais. Alors, là, tu es éditrice. Quel catalogue tu pourrais acheter et pourquoi ? Là, tout de suite. Celui de Nino. Et pourquoi ? Parce que Nino, c'est l'artiste qui a le plus de certifications aujourd'hui dans le rap. C'est celui qui a le plus de disques d'or et de platine. Après, quand je dis éditeur, c'est même américain. Franchement, soyons fous. Non, Nino. Nino, ok. Ouais. Ok. Si tu dois manager un artiste, qui ? Pourquoi ? Oula, compliqué ça. Si je dois manager un artiste, peut-être Tiakola. Ok. Pourquoi pas ? Tour manager de qui ? Pourquoi ? Oh là là, c'est dur les questions. Hein. Alors, tour manager de qui ? Pourquoi ? Faudrait quelqu'un qui fait de la scène déjà, qui fait beaucoup de scènes et qui est susceptible de faire beaucoup de scènes. Pourquoi pas Aya ? Ok. Compositeur. Quel morceau et pourquoi ? Si tu avais un morceau, tu te dis, ouais, j'aurais voulu composer ce morceau-là. Ah, composer ce morceau ? Je pense que je dirais La vie qu'on mène de Nino. Et Prince aussi. J'aimerais bien avoir composé des morceaux de Prince, mais c'est lui qui composait. Ouais, mais soyons fous, lequel ? Soyons fous. Oh là là, il y en a trop de Prince. I wanna be your lover. Non mais Prince, c'est trop. C'est trop. Tu sais quoi, j'ai tellement de... Rien que je dis le nom. Incroyable. Incroyable. I wanna be your lover, Purple Rain. Tout l'album aussi, juste après celui-là. Tu sais, où il est, l'album blanc, là, où il est à moitié nu sur la pochette. Under the Cherry Moon. Il y en avait tellement. Mais tous. Non, Prince, c'est extraordinaire. Okay. Extraordinaire. Et producteur, de qui ? Pourquoi ? Et... Soyons fous. Hein. Soyons fous. Maria Carey. D'accord, pourquoi ? Parce qu'elle a une carrière juste incroyable. Parce qu'elle a une longévité incroyable. Elle est toujours là aujourd'hui.
parce que elle a réussi à s'imposer en tant que d'abord chanteuse vraiment R&B soul, et puis après elle a été une des premières en tant que chanteuse R&B à faire comme ça des feats avec des rappeurs qui ont cartonné. Je dis bien qui ont cartonné parce qu'il y en a d'autres qui faisaient. Et en plus, son producteur à l'époque lui dit, il décide de faire un feat avec un rappeur pour changer un peu son image. Il dit voilà, tu peux avoir qui tu veux. Tu sais, son premier album a cartonné. Elle pouvait avoir qui elle voulait. Et qui elle choisit? Old Dirty Bastard. Du Wu-Tang, c'est-à-dire que tu pouvais avoir qui tu voulais, tu choisis ODB. Elle choisit ODB, c'était juste incroyable et hyper audacieux, tu vois, comme choix. Et non, elle est incroyable. Et puis, j'aurais pu aussi citer dans les interviews qui m'ont marqué, celle que j'ai faite de Maria, parce que c'est vrai que c'est aussi une interview qui est un point clé dans ma carrière. C'était une interview que je faisais quand je dirigeais le magazine R&B, une interview de couverture, très longue, dans sa chambre d'hôtel à Londres. Et il y a plein de choses qui se sont passées. Je l'ai faite pleurer. Donc après, son équipe est repartie en disant « Ah, c'est la journaliste qui a fait pleurer Maria, tout ça. » Donc celle-là aussi m'a beaucoup marquée. Et l'a beaucoup marqué. Et ouais, j'aurais aimé produire Maria Carey, bien sûr, parce que j'aime les longues carrières. Tu vois, j'aime pas les one-shots. Et à chaque fois que je me lance dans des projets, c'est pour faire de longues carrières. Après, les artistes tiennent ou pas la distance. Il faut la tenir. Mais moi, j'aime les longues carrières. Ok. Et la scène aussi. J'adore la scène. Et c'est vrai que... Alors, j'ai la chance de connaître son manager, Benny Medina. Il ne la manage plus. Hein. Mais à l'époque où je le rencontre, Benny Medina, et où j'arrive à l'interviewer, quand tu sais qu'il a donné très peu jusqu'à aujourd'hui d'interviews, il est manager en même temps, écoute bien, de Maria Carey, de Jennifer Lopez, de Will Smith et de P. Diddy. Eh ben. Et à une époque où ces quatre-là sont vraiment, 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 vraiment en haut de l'affiche. C'est-à-dire qu'ils ont une actu débordante tous les quatre. Tu t'imagines un peu le boulot de fou. Tu manages ces quatre-là en même temps. Je sais même pas comment était sa journée. Les égos et tout. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, et le mec, tu le vois, il marchait sur l'eau. Quand il se déplace, quand il arrive dans une salle, tu as l'impression qu'il vole. Tu as l'impression que ses chaussures sont au-dessus du sol, tellement il est serein, calme, sûr de lui. Il parle même pas, il fait juste des gestes. Il était venu faire une conférence de presse à Paris avec Maria. Tac, 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 il faisait des gestes comme ça à ses agents de sécurité. Il dit, tiens, lui, tu me le dégages. Boum, tu me les sors de la salle. Et incroyable, Benny Medina. C'était le producteur exécutif du Prince de Bel-Air. D'ailleurs, la série. Quand tu regardes la série Le Prince de Bel-Air, tu vois, au début du générique, tu vois écrit exécutif producer Benny Medina. Voilà, super, super manager qui m'a appris beaucoup de choses dans le métier de management d'artiste. Et donc ouais, Maria Carey, bien sûr. Ok. Donc le jeu s'arrête là. Donc, tout à l'heure, on a dit que on est aux alentours de 40 ans dans le milieu du 34. Hip-hop. 34 ans, excuse-moi. Donc une sacrée longévité. Déjà, félicitations pour ça. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se dire, entre guillemets, des gens de ta génération, vous êtes des has-been, etc., alors que toi, tu es toujours dans l'actualité. Est-ce que tu peux m'en dire un petit mot par rapport à tout ça, s'il te plaît? Bien sûr. Alors oui, je suis complètement... je vis avec mon temps. Je produis des artistes aujourd'hui qui sont jeunes, qui ont la vingtaine. D'ailleurs, comment tu fais aujourd'hui pour repérer un artiste? Franchement, il y a plein de choses différentes. Ça va être soit on va me parler de quelqu'un, soit je vais faire une rencontre sur un lieu improbable. T'as une anecdote? C'est pour ça que je dis toujours, aux artistes, n'ayez pas peur d'aller vous produire dans des lieux, d'aller même pour plein de choses différentes, ce que vous faites, parce que vous ne savez pas à n'importe quel endroit vous êtes susceptible de rencontrer la personne qui peut changer votre vie, changer votre carrière. Tu vois, vraiment, il y a pas d'endroit... les gens disent des fois Internet, mais je trouve qu'Internet, en fait, c'est
pas du tout facile pour repérer les gens parce que moi, ça a toujours été vraiment des contacts vraiment physiques, humains, des gens que j'ai repérés en vrai, on va dire, plutôt que sur les réseaux. L'artiste, par exemple, que je produis aujourd'hui, Wensley, et qu'on développe dans le label, alors lui, pour le coup, c'était vraiment... la rencontre s'est faite... à la base, il a postulé dans mon studio pour être ingé son, tu vois. En fait, ce que je veux expliquer par ces anecdotes, c'est que l'âme d'un artiste, quand tu as de l'expérience en tant que manager ou producteur, tu arrives à la déceler n'importe où, même si la personne ne se présente pas à toi en tant qu'artiste. Et c'est ça qui est fort, c'est d'aller trouver l'âme de quelqu'un sans qu'il te le montre vraiment, même par un biais différent. Et c'est vrai que cet artiste-là, à la base, il postule en tant qu'ingé son studio, puisqu'on gère un studio aussi, tu sais, les studios Black Gold dans le 17e avec Michel. Et donc, on est perpétuellement à la recherche de nouveaux ingé sons. Et il postule en tant qu'ingé son. Il sort d'un autre studio où il travaille. Il a envie de changement. Et déjà au téléphone, voilà, je fais mon entretien téléphonique et puis ensuite l'entretien physique. Et c'est vrai que de fil en aiguille, il m'explique qu'il est compositeur, qu'il a déjà composé pour Timal, pour pas mal d'artistes, etc. Nous, on est aussi une boîte d'édition. On le signe en compositeur, tu vois, le pack de préférence. Donc, en tant que compo, on commence à le placer sur pas mal de projets. Et de fil en aiguille, il est au studio, il est chez nous en édition, donc il a son avance en tant qu'édition, il a son matos, etc. pour commencer à faire des prods. Il compose énormément, il est extrêmement productif et surtout, en tant qu'ingé, quand il reçoit les artistes, il est perpétuellement en train de chanter. C'est-à-dire qu'il chante H24 dans le studio, mais en cabine. Il va aller aider les artistes qui sont en manque d'inspiration, il va leur proposer des top lines. Et puis, moi, je suis quelqu'un, en tant qu'entrepreneuse, je ne suis pas quelqu'un de bureau, je suis quelqu'un de terrain. Donc même quand je gère un studio, je ne vais pas être H24 dans mon bureau. Non, je vais aller voir les séances, au début, à la fin, demander aux artistes comment ça s'est passé. Je m'imprègne de l'ambiance du studio. Et là, je l'entends qui est tout le temps en train de faire des top lines. Et un jour, je lui dis, mais t'as une voix de dingue, en fait. Quand t'es là et que tu vas au micro et que tu fais tes top lines pour les autres, j'entends un truc qui est assez rare. Et je le pousse, et je lui dis, mais t'es pas chaud pour faire un projet à toi? Parce que franchement, si t'es chaud, nous, on est là. Parce que j'entends tout de suite quelque chose de rare, si tu veux. Avec l'expérience, t'as l'oreille, effectivement. C'est ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que... Alors après, chaque rencontre est différente. Mais en tout cas, voilà. Et aujourd'hui, il a sorti déjà 3 titres et ça tue. Et t'as plein de gens qui sont sur lui. Et on est en train de parler avec pas mal de monde. Et il commence à faire des scènes, etc. Il fait de l'afro Naija. Et ça tue. Donc, tu vois, l'âme d'un artiste, tu la sens quand tu as l'expérience, même quand c'est pas la première chose qu'il te propose, quoi. Et c'est quoi un artiste selon toi? C'est quelqu'un qui sait créer. C'est quelqu'un qui sait aussi interpréter. Tu peux être artiste en interprétant seulement. Après, ce type d'artiste-là est beaucoup plus dur et beaucoup plus coûteux à développer parce que tu dois ramener tout autour de lui. L'auteur, le top liner, le compositeur. Donc, c'est forcément plus coûteux. Mais tu as aussi des gens qui font vraiment des carrières juste en interprétant. Johnny Hallyday est un grand interprète. Et regarde, il a fait une carrière incroyable. Il n'a jamais écrit ni composé ses textes. Donc, tu peux aussi être un très grand interprète, c'est-à-dire donner beaucoup d'émotions quand tu interprètes le texte qu'on t'a écrit. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un de fou, c'est quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a aussi parfois un mal-être, souvent un mal-être, et du coup, qui va exprimer dans son art, soit par la danse, soit par le chant. Voilà, c'est souvent un mal-être, c'est souvent des contrariétés ou parfois des choses qui grandissent en lui sans qu'il comprenne et qui va les exprimer par son art. Donc soit la peinture, soit la danse, soit le DJing, soit le chant, soit le rap. Et pour revenir à ma première question, parce que Attends, et j'ai pas fini, excuse-moi. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire passer des émotions. Oui. Voilà. Donc transmettre des émotions, c'est ça être artiste. Quelqu'un pour lequel tu ne ressens pas d'émotions, soit en le voyant danser, soit en l'écoutant chanter, c'est pas un artiste. S'il arrive à te transmettre des émotions
là, c'est un artiste. Ok. Donc, pour revenir à ma question, donc 34 ans que tu es là, il y a des gens de ta génération, les gens aujourd'hui disent que ouais, ils sont passéistes peut-être ou has-been ou autre. Toi, tu es toujours là. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Bah ouais, je suis là et puis surtout, je suis hyper active parce que les gens ne savent pas. Ils ont une image de moi, ils me voient sur les réseaux. Ils savent pas c'est quoi ma journée. Ils savent pas à quel point je suis impliquée dans le processus créatif des artistes. Tu peux nous donner une journée type? Et à quel point, oh là là, ouais, je vais te dire. Et à quel point je suis ancrée dans ma génération d'aujourd'hui en 2023. J'écoute et j'aime enfin, tous les vendredis, je suis à l'affût sur les sorties, j'écoute. Euh, J'aime beaucoup tous les nouveaux artistes. Je suis tout le temps avec des jeunes, donc j'ai tout le temps. Mais c'est même pas, je leur demande même pas qu'est-ce que vous écoutez, puisque moi-même j'écoute, je sais. Souvent, je leur apprends aux jeunes telle Toi, sortie, tel machin. tu te mets à jour à Je chaque suis fois. à jour tout le temps, enfin, je veux dire, c'est le rap pour moi, je l'ai connu au départ et je suis encore là aujourd'hui, mais je suis pas en train d'écouter le rap du départ. En 2023, j'écoute du rap de 2023 et je l'aime. Et je le trouve incroyable. Et je trouve qu'on a des artistes qui aujourd'hui sont des artistes limite un peu hybrides. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mélanger le rap des débuts, qui est un rap à texte, un peu engagé, avec de la technique, finalement, aux mélodies qui sont de plus en plus présentes. Alors, on dit que le R&B est mort, mais pour moi, parce qu'on dit beaucoup ça en ce moment, le R&B est mort, quand est-ce que... Mais en vrai, le R&B, il n'est pas mort. Il est en train de se mélanger au rap et c'est en train de donner un nouveau rap et c'est en train de donner, ils appellent ça de l'urbain. Pour moi, c'est juste l'évolution du rap d'aujourd'hui. Et pour moi, le rap, il est comme la jeunesse. C'est-à-dire que le rap, c'est vraiment le reflet des jeunes d'aujourd'hui. Tu prends un jeune, tu passes, je sais pas, un jeune de 16 ans, 17 ans, tu passes une demi-journée avec lui, bah, tu peux comprendre après le rap que tu vas écouter. Beaucoup de gens de mon âge me disent, mais Valou, je comprends pas le rap d'aujourd'hui. Comment tu fais pour le comprendre? Je comprends même pas ce qu'ils disent. Je comprends pas les mots. Bah, c'est simplement parce que tu passes pas de temps avec des jeunes. Si tu passes ne serait-ce que 2 heures avec un mec de 17 ans ou 18 ans ou une fille, je te garantis que tu vas comprendre le rap d'aujourd'hui parce que ils utilisent les mêmes codes que la jeunesse. En fait, le rap, c'est le reflet de la jeunesse. Quand tu as compris ça, tu ne peux que comprendre l'évolution du rap d'aujourd'hui. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'avant, le rap était très calqué sur le modèle américain et qu'aujourd'hui, avec le temps et avec nos artistes, puisque quand avec Michel, on fait l'âge d'or du rap français, c'est aussi pour montrer qu'on a, nous aussi, notre culture, l'âge d'or du rap français, pas l'âge d'or du rap, c'est du rap français. C'est pour montrer qu'on a nos piliers, qu'on a nos légendes. Quand le concert il commence avec Assassin et il termine avec Neg Marron ou Bisso Nabisso, et qu'au milieu de ça, on a passé tous les écoles du rap, de X-Men, de Time Bomb, à Ménélique, l'école du rap de Solar, à Ménage à Trois, à Secteur A, à Kerry, à toutes les écoles vraiment du rap. Si tu veux, ça veut dire qu'on a nos piliers. Donc grâce à ces piliers-là, on a réussi à former une vraie école du rap en France et des artistes qui forment la culture rap français. Donc on est fiers aujourd'hui. On a une vraie culture, elle s'écrit, elle a commencé au début des années 90. On n'a plus besoin de se calquer sur les États-Unis. Et je regardais hier avec une personne de mon équipe le top 50 des ventes en France, donc des streams. Aujourd'hui, ça passe par les streams. Il y a très peu de rap américain. Aujourd'hui, les jeunes écoutent en majorité, donc je te parle des ventes, là, c'est que des artistes français. Il y a 1 ou 2 Américains au milieu, alors qu'avant, c'était le contraire. Le pourcentage, il a complètement changé. Aujourd'hui, on est sur du rap français, on écoute du rap français. Il y a une vraie école, il y a une vraie esthétique musique française. Et je la comprends, je la connais, je suis tout le temps dans des studios. Tous les jours, je rencontre de nouveaux artistes, que ce soit des artistes en développement comme des artistes confirmés. Donc, toutes les nouvelles sonorités. Tu vois, à un moment, c'est passé de la trap à la drill, maintenant, ils sont sur l'amapiano, ils sont sur l'afro. Enfin, tu vois, tu as toutes ces tendances musicales qu'il faut connaître, il faut être à jour, il faut l'écouter. Moi, non seulement je l'écoute, je la vis, je la crée en studio, tu vois.
pour moi, on va vers la piano aussi beaucoup, beaucoup en ce moment. La Jersey, il y a eu la Jersey après la drill. Donc, tu es obligé de te connaître parce que les artistes, ils arrivent dans ton studio, ils demandent à l'ingé, ouais, moi je veux des fois, ils demandent à l'ingé de les aider à trouver des prods. Ouais, moi je veux une prod Jersey. Tu es obligé de connaître. Et puis, je fais de la compo aussi. J'aide à la compo avec mes compositeurs. Donc, je sais aussi composer, tu vois, sur les différents logiciels. Donc faire de la MAO, je fais du piano également, je vais derrière le micro, je fais de la top line, je fais de la mélo, je fais des mélos, des fois j'aide un petit peu, certains artistes qu'on a produits, j'ai aidé un petit peu sur les mélos. Donc si tu veux, je donne des références aussi parfois, des références, des indications. Mais T'es DA aussi. Donc, ouais, DA, enfin tu vois, je maîtrise les logiciels, que ce soit FL Studio, que ce soit Logic. T'as jamais franchi le Rubicon de devenir artiste? Non. Non. Après, tu sais, je suis artiste. Quand je réalise, c'est artistique. Oui. Enfin, interprète. Je suis aussi artiste chaque chose que je crée, c'est de l'art en réalité. Parce que les mots sont interprètes. Les mots, interprète, non. Mais ça... Après, je pourrais t'envoyer des morceaux que j'ai chantés en studio, mais c'est vraiment que ça reste entre nous. Donc non, j'ai de l'oreille, tu vois, j'ai 15 ans de piano classique, donc l'oreille, elle est là, 40 ans de musique urbaine dans les oreilles, et jusqu'à aujourd'hui, enfin voilà, toutes les dernières nouveautés, je suis au courant, j'écoute. J'arrive à reconnaître aussi les compositeurs, parce que maintenant, avec les tags, tu peux reconnaître aussi l'identité esthétique d'un compositeur, tu vois, et c'est souvent... Donc t'es musicienne aussi? Oui, je joue du piano. J'ai oublié cette casquette, désolé. Je fais de la batterie aussi un petit peu. Et comme mes enfants, du coup, je leur ai transmis ça. Ils ont fait piano et batterie tous les deux. D'ailleurs, tu parlais de mise à jour, etc., le fait de ne pas rester hacké. Est-ce que tes enfants t'ont aidé aussi justement à avoir ces mises à jour-là? S'ils écoutent du rap et qui bien sûr. te disent oui maman regarde c'est ça qui est tendance, etc. Ils vont pas me dire ça du tout. D'accord. Ils vont écouter et moi je pose des questions. T'écoutes quoi en ce moment? Enfin voilà. Mais c'est vrai que par exemple mon fils c'est un des premiers qui m'a sensibilisé à SDM, tu vois. Avant même qu'SDM arrive dans mes oreilles, mon fils il l'écoutait déjà. Pareil pour Menace Santana, il l'écoutait déjà. Ma fille pareil, elle est tout le temps. Enfin. Mes enfants, mes artistes, tous les artistes que je peux rencontrer au studio tous les jours qui viennent enregistrer, tout ça fait que... Et puis, je suis beaucoup sur les réseaux, je fais beaucoup de veille, je me tiens beaucoup au courant de tout ce qui se passe. Et puis, voilà, et puis j'aime ça. Et puis, je fais beaucoup de trajets en voiture, donc tous les jours en voiture, il y a tout le temps tous les derniers albums qui tournent à fond. J'écoute beaucoup Favé en ce moment. J'aime beaucoup. Enfin, tu vois, Kershak, on est parti au concert il n'y a pas longtemps. Enfin... Tiakola, évidemment, qui a fait un album juste incroyable, qui est vraiment un classique pour moi, ce premier album de Tiakola. Donc, je suis complètement dans mon temps. Donc après, oui, passe une journée un jour avec moi en studio, ou même quand, tu vois, aujourd'hui, je suis productrice d'artistes. Un truc tout bête, quand je dois valider les mix, puisque quand tu produis, tu vas du rec jusqu'au mix, jusqu'au master. Bah, quand je vais valider les mix avec les ingé mix, je vais avoir des remarques très pertinentes à leur dire. Et c'est des remarques très techniques que quelqu'un d'autre ne pourrait peut-être pas faire s'il n'avait pas cette oreille-là. Donc, je vais avoir les termes techniques pour parler au mixeur. Parfois, je n'ai pas forcément les bons termes, mais je leur explique. Je leur dis, là, ça sonne un peu trop métallique. Là, est-ce que tu peux éclaircir la voix? Là, il y a un petit peu trop de bas ou rajouter du bas. Enfin, il y a plein de choses à dire qui est juste le fruit d'une expérience et de longues années en studio avec beaucoup d'artistes. Voilà, quand on travaille sur La Fouine, on est pratiquement tout le temps en studio avec lui aussi, tu vois. Donc toute mon expérience et mon apprentissage, elle s'est formée au fil de mes différents projets, même scéniques. Tu vois, quand La Fouine, après, on ne travaille plus avec lui scéniquement, mais il nous laisse finalement Fababy. Il dit, voilà, Michel Levalloux, j'aimerais que vous accompagniez Fababy au niveau des tournées, au niveau du tour management. Et ben, on travaille avec Fababy, je lui apprends plein de choses sur l'art de la scène. Tu vois, je le fais répéter avec un crayon entre les dents pour l'articulation. Enfin, on travaille scéniquement, les déplacements en T, les postures sur scène. Et voilà, on a fait beaucoup de travail comme ça en amont. Et quand je vois Fababy récemment, il y a quelques mois, au concert d'Aya Nakamura, et que c'est à Bercy, et que c'est
l'un des guests, puisqu'elle a eu beaucoup de guests sur ces 3 concerts à Bercy, mais c'est pour moi l'un des guests qui a mis le plus le feu, vraiment. C'est-à-dire qu'il a vraiment, avec Love d'un voyou, retourné la salle, et même le discours qu'il a eu après, tu vois, quand il lui a parlé, quand il a demandé de mettre du respect sur son nom, etc. Je suis extrêmement fière. Et des fois, c'est du boulot que tu as fait même 10 ans avant, que tu vois finalement éclore sous tes yeux, et ça te rend très très fière, tu vois. Ouais. Comme tu es une personne émotive, je pense que tu as dû être très ému par ça. Surtout que je savais même pas, figure-toi que je suis au concert d'Aya, je ne savais même pas qu'il allait être sur scène. Il ne nous avait rien dit puisqu'il était en Côte d'Ivoire. Pour moi, il était en Côte d'Ivoire. Et en plus, je l'ai la veille, je lui dis, bon, Fab, je vais te filmer le concert, je t'envoie tout ça. Et là, Quand il y a Love d'un voyou, je t'enverrai tout ça. Et puis là, Love d'un voyou commence, et je suis en train de filmer. Et en plus, je filme pour lui, pour lui envoyer après. Et tu le filmes. Et tout d'un coup, je le vois arriver. J'ai été choquée. Et tu parlais d'expérience, c'est très bien. Expérience, transmission. On va parler de tes fameuses masterclass. Quand, pourquoi as-tu décidé de les faire? Tu as senti qu'il y avait un manque, un besoin? Totalement. Je crois que c'est Sean qui m'a donné l'idée. D'accord. Il ne le sait même pas. Mais quand il met ce commentaire sur Kunta Kinte, suite à la vidéo, Kunta avait partagé un petit extrait de mon apparition sur I24, et que Sean avait mis en commentaire masterclass Valou, cette apparition. Je sais pas, il y a tout qui s'est... Ça a nourri quelque chose chez toi. Ouais, et puis bon, après, quand tu passes un peu de temps sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu vois tout le temps. Tout le monde fait des masterclass pour tout et n'importe quoi. C'est vrai. Parfois, des formations. Des formations, parfois des gens qui ont des fois moins d'expérience que les gens qui viennent assister. Bon, des fois des 2-3 ans d'expérience dans un domaine. Les gens font des formations, des masterclass. Finalement, ça a été comme une évidence de me dire, mais toute cette expérience, tout ce que je vis, tous les... T'as la légitimité, la crédibilité. Hein. Et puis tu sais, quand tu n'as jamais fait d'erreur aussi dans ton domaine, tu ne peux pas apprendre. Bien sûr. Parce qu'on n'apprend que de ses erreurs. Donc pour apprendre aux gens comment faire, il faut être passé par des moments difficiles, il faut être passé par des déceptions, il faut être passé par des erreurs. Ça fait partie de la vie. Les erreurs, c'est ça qui te renforce, c'est ça qui t'apprend les choses. Et puis les erreurs, c'est aussi ce qui te permet de renforcer tes soft skills, comme on dit en marketing, tes qualités, on va dire, mentales, tu vois. C'est-à-dire que, pour moi, aujourd'hui, j'arrive avec cette vision où tout arrive vraiment pour quelque chose. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est tellement réel. C'est-à-dire que même les épreuves que tu vis, elles sont là pour te renforcer. Même quelqu'un dans ton travail, un artiste, un collaborateur, etc., qui t'exaspère, avec qui c'est impossible de travailler parce que tu te rends compte que la personne est super têtue, ou la personne peut manquer de respect, ou la personne est juste imbuvable, finalement c'est bien parce que ça t'aide à travailler ta patience. Parce que si on m'avait pas envoyé ce genre de situation, peut-être que ma patience, je l'aurais pas travaillé autant et je serais pas aussi patiente aujourd'hui. Donc en fait, chaque erreur, chaque défaut des autres t'aide à améliorer tes qualités. Et t'aide à les travailler surtout, parce que comment savoir si tu es patient si on ne te met pas à l'épreuve? Comment savoir si tu es, je sais pas, généreux si on ne te met pas à l'épreuve? Comment savoir si tu as de la résistance au stress si malheureusement Dieu ne te met pas à l'épreuve en t'envoyant des choses parfois très dures à surmonter? Pour moi, aujourd'hui, toutes ces choses que j'ai vécues, pour répondre à ta question, et que je vis, j'ai eu l'envie de les transmettre. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde veut travailler dans la musique. Comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde s'improvise. Écoutez les amis, on va vous apprendre des choses. Et aussi, c'est venu naturellement parce qu'à force de faire des consultings à mon bureau, je me suis dit, plutôt que de recevoir les gens en individuel, en one-to-one, dans mon bureau pendant 1h30, eh bien, on va faire des journées collées. Et souvent, surtout, c'était les mêmes problématiques qui revenaient. Ça m'a donné l'idée de bien travailler et de faire sur une grosse journée avec des intervenants, puisque la première masterclass que j'ai faite, donc, j'amène à chaque fois un invité assez prestigieux du monde de la musique. Donc là, j'avais invité un manager emblématique, donc Lassana, manager de Youssoupha depuis presque 20 ans.
et de Kerry James depuis 1 an. Vraiment emblématique dans son métier de manager, directeur aussi de label, donc entrepreneur, directeur de label et manager emblématique qui est venu partager aussi un peu son expérience. Et puis, j'ai fait venir aussi des invités pour parler de santé mentale, puisqu'on en parle beaucoup. Oui. Ça termine la masterclass, la santé mentale. Et à chaque fois, j'ai des personnes qui viennent témoigner de quelque chose d'assez fort. Et là, pour le coup, sur ma première masterclass, on a eu 2 artistes que j'ai invités qui ont témoigné malheureusement du décès, du suicide de leur producteur-manager, dû au stress de cette industrie. C'est très bien que tu relèves la problématique de santé mentale, pardon, parce que pour moi, c'est un des maux du siècle. Parce qu'on en parle de plus en plus, que ce soit au niveau du sport, là maintenant de la musique. Tu as voulu parler de santé mentale. Pourquoi toi-même, tu as eu à un moment donné ce problème-là et tu as voulu partager, enfin, que les gens puissent partager là-dessus ou... Alors, j'ai eu la chance de ne pas tomber dans tous ces... J'aurais pu tomber en burn-out, en dépression. J'ai eu la chance d'avoir des réflexes d'auto-save, d'autoprotection, qui sont venus de façon très intuitive. De toute façon, je suis une personne très intuitive de manière générale. Donc, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, j'ai mis en place des réflexes qui m'ont auto-sauvée pour ne pas tomber dans tout ça, dans aucune addiction, dans aucune forme de dépression, même si j'aurais pu, et même aujourd'hui, je pourrais. Mais voilà, j'ai eu des réflexes assez sains, assez intuitifs. C'est ceux-là que j'ai envie d'apprendre et de partager aux gens pour pouvoir justement parcourir les années, les expériences, les épreuves, les trahisons, de manière, on va dire, sereine, et puis se focus ailleurs, parce que le stress, les dépressions, c'est ce qui va ramener les maladies, et les maladies, c'est ce qui va tuer au final. Donc, et les maladies mentales, aujourd'hui, tu sais, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, c'est ce qui tue plus que les maladies dont on parle, comme le cancer, etc. Voilà. Et ça, on n'en parle pas assez. Les troubles mentaux amènent à la mort, puisque quand le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus aucune fonction de ton corps qui fonctionne. Et c'est hyper important de se dire, ok, j'aurais pu éviter tout ça. J'aurais pu éviter ces troubles du cerveau en évitant certains types de comportements tout au long de ma vie. Parce que c'est des choses qui sont sur le long terme. Moi, quand je vais parler à des jeunes de 23-25 ans, souvent, ils ne comprennent pas ce que je leur explique. C'est parce que moi, j'anticipe et je leur dis, mais fais attention. Arriver à 50-60 ans, ça peut péter là-haut, même bien avant parfois. Comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Exactement. Et surtout, l'homme prudent et l'homme expérimenté, parce que ou la femme. C'est limite, moi je suis déjà là. Donc j'ai vu tout le parcours. Ouais, tu as cette sagesse-là. Et c'est vrai qu'il faut éviter les conflits. Comme on dit, la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Parfois, il vaut mieux renoncer à certains choix dans l'entertainment, dans la musique, si ces choix-là provoquent des maux de tête, des stress, des disputes. Parfois, les gens voient l'argent, mais ne voient pas les problèmes que l'argent va leur ramener. Parce que travailler avec certaines personnes toxiques va te ramener beaucoup plus de problèmes, finalement, que l'argent. L'argent, une fois que tu es malade, t'en fais pas grand-chose. Exactement. Ouais. Donc, voilà, c'est par rapport à tout ça que je préviens et que j'informe et que je donne des vraies clés. Tu sais, c'est marrant parce que hier encore, quand je propose mes masterclass, c'est quelque chose de très complet. Je propose une journée en présentiel de formation intense où tu balayes énormément de domaines de l'industrie musicale et de compétences qu'il faut avoir. Je leur propose aussi un coaching en visio 1 mois après, qui est compris dans le prix évidemment. Donc 1 mois après, on fait le point sur ce qu'ils ont appris pendant la masterclass. Est-ce qu'ils ont réussi à l'implémenter dans leur vie? Est-ce qu'ils ont réussi à changer? Et je faisais encore un visio hier avec l'une des inscrites de ma masterclass. Et c'est fou quoi ce qu'elle me racontait. Elle me disait mais
Mais elle me disait, ça faisait des années que je dépensais de l'argent, que je m'autoproduisais, mais je n'avais pas les bons codes, la bonne gamberge. Et depuis ta masterclass, j'ai tout changé. Et là, elle est en train de sortir un projet, il y a tout qui lui sourit, ses réseaux ont augmenté, elle a réussi à rencontrer les bonnes personnes, elle travaille différemment. C'est incroyable. J'en ai d'autres qui ont réussi à générer des bookings. Une artiste qui chantait depuis très longtemps, qui n'arrivait pas à se faire booker. 3 jours après la masterclass, en changeant 2-3 trucs que je leur ai indiqués, boum, booking là, festival, truc. Et puis, il y en a plein d'autres qui ont aussi arrêté certaines choses qu'ils faisaient, qui leur prenaient trop de place dans leur cerveau. Ils ont compris leurs priorités. En fait, le fait d'avoir quelqu'un comme moi en présentiel qui va partager de l'émotion aussi, c'est ça qui fait les électrochocs. Je dis toujours, souvent vous allez venir à mes masterclass, peut-être que 60-70% de ce que je vous dis, vous le savez déjà, mais la façon dont je vais vous le dire et dont je vais vous le faire comprendre, ça impacte. Ça impacte et c'est là que vous allez changer. Et appliquer ce que vous savez déjà. Ok. Et comment on peut s'inscrire à la Tout le monde peut s'inscrire à la masterclass? Bien sûr, donc il faut simplement suivre mes réseaux, puisqu'il y a le lien dans ma bio, il y a les liens d'inscription dans ma bio. Je tiens au courant toujours sur mon Instagram. Donc, il faut juste suivre sur Instagram, Valou_gold. et toutes les infos sont là pour s'inscrire. En général, il y a des masterclass tous les 2-3 mois. Et les liens d'inscription seront là. T'en as fait combien J'en ai fait qu'une pour l'instant. Ok. Et je prépare la deuxième. Ok. Très, très bien. Rubrique lecture. Ok. Est-ce que tu peux recommander 3 livres qui t'ont marqué, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Alors, le premier, Comment se faire des amis, Ok. de Dale Carnegie. Tu connais? Ouais, il est très, très connu. Ok, mais franchement, celui-là, c'est un des tout premiers livres que j'ai lus. Alors, attention, un des tout premiers livres que j'ai lus en développement personnel. Pas un des tout premiers livres que j'ai lus, mais un des tout premiers livres que j'ai lus de développement personnel. Et au début, c'est Michel en plus, c'est mon associé qui me l'avait offert et qui m'a dit, Valou, lui, très, très, très tôt, alors que les gens ne parlaient même pas de développement personnel, etc., ou de comment parler en public, etc. Il m'avait très, très tôt, il était déjà conscient de tout ça. Il m'avait très, très tôt incité à le lire. Et c'est un livre que je relis même régulièrement parce qu'il est juste incroyable. Il te donne des clés, des clés qui sont très importantes dans la vie pour les relations sociales, les relations professionnelles. Et quand tu te rends compte que finalement, aujourd'hui, tout a un rapport à la communication. Tout part de la communication. En fait, tu peux tout obtenir quand tu sais communiquer. Tu peux absolument tout obtenir dans ta vie. C'est peut-être pas pour rien aussi qu'il y a tellement d'écoles aujourd'hui en com, en marketing qui forment. Tu as tellement d'entreprises qui recrutent. La communication, pour moi, c'est vraiment l'art. Alors, la communication à tous les niveaux. La communication, qu'elle soit pour vendre un produit, mais la communication également... tu sais, les personnes qui sont des communicants, qui aident les sportifs, les artistes, les politiciens à communiquer, à savoir parler, qui leur donnent des éléments de langage. Média training. Ouais, le média training, hyper important. T'as oublié de dire que j'en fais aussi. Mais ça fait beaucoup de casquettes, hein, franchement. Mais ça fait beaucoup de casquettes, ouais. Que j'ai oublié, j'en ai oublié 2. Tu vois? Donc, ouais, Comment se faire des amis, il est juste incroyable. Ok, numéro 2. Alors, livre numéro 2, que j'ai lu très jeune et qui m'a énormément marqué et qu'il faut d'ailleurs que je relise parce que je pense que souvent, quand on lit des choses trop jeunes, on n'a pas le... je sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais... Recul, ouais. Ouais, et puis on comprend pas les mêmes choses, quoi. Même un film, des fois, tu le revois 10 ans après, tu as une autre vision. Ah, c'est comme Forrest Gump. J'aime bien sortir cet exemple-là. Dans Forrest Gump, en fait, tu vois des choses des années plus tard. Tu te rends compte, ah ouais, il y avait ça. Tu vois le logo d'Apple, tu vois les Black Panther, tu vois. Complètement. Et tu étais passé complètement à côté. Exactement. Tu vois, donc il y a plein de choses. Donc c'est La Métamorphose de Kafka, que j'ai lu très jeune, qui m'avait beaucoup marqué, parce que ça parle de perte d'identité. Et c'est hyper, hyper important.
ça parle d'éloignement social des autres et tout ça. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que je vais le relire, La Métamorphose. Et, Je crois qu'on doit le lire au lycée, ce livre, au collège. En tout cas, il est je l'ai, mais je sais qu'on doit le lire, c'est une lecture La obligatoire. Métamorphose de Kafka. Mais ouais, mais tu vois, justement, il t'oblige à le lire au collège. Mais je t'assure que quand tu le lis à ce moment-là de ta vie, tu ne comprends rien. Ouais, bah oui. Tu le lis aujourd'hui, tu vois, à partir de 30 ans, c'est une autre vision, une autre lecture. Tu dis, ah ouais, enfin, tu sais, quand tu lis à 15 ans, t'as pas vécu grand-chose en réalité à 13-14 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas comprendre la perte d'identité, l'éloignement, le fait de se replier sur soi-même, de pas être ouvert aux autres. Tu vois, c'est des notions... Et le dernier, c'est évidemment la Torah ou la Bible, puisque tout est dedans, en fait. Tout est dans la Bible, en tout cas pour moi, l'Ancien Testament. Tout est dedans, c'est des principes de vie, tu vois, c'est des choses, il y a tellement de lectures en plus, c'est des choses qui t'apprennent énormément. Donc voilà, je dirais ces trois-là. Ok. Bah écoute, dans cette émission-là, l'autre ne repart jamais sans un livre. Donc j'ai un livre pour toi, en espérant Carrément. que tu ne l'aies pas déjà. Tiens. Merci beaucoup. Waouh. J'espère que tu ne l'as pas. Tu ouvres et après tu le lis, tu le montres à la caméra et tu dis le titre. D'accord. J'espère vraiment que tu ne l'as pas ou que tu ne l'as pas lu. T'es trop drôle. Waouh. Ah bah tu vois, j'étais pas loin. Enfin, t'étais pas loin, ok. Incroyable. La vérité de Mariah Carey. La vérité de Mariah Carey. Bah tu vois, non, je l'avais pas lu et ça me fait extrêmement plaisir. Écoute. Et tu vois, tout à l'heure, ce que je t'ai dit en plus. Ouais, t'inquiète, Maria... j'ai failli te lancer dessus, mais je me suis dit, je me retiens. Ok. Incroyable. Bah tu vois, moi qui te disais que j'adore les... Waouh. Il m'a fallu une vie pour trouver le courage d'écrire mon autobiographie. Je veux raconter les moments, les hauts et les bas, les triomphes et les traumas, les débâcles et les rêves, qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Incroyable. Ouais, tu vois, franchement, bravo, t'as visé dans le mille parce que c'est le type de choses que j'aime lire, que j'aime regarder. Bah écoute, j'aurais aimé la produire. Voilà, je sais qu'elle a eu des débuts de carrière très difficiles. Mais finalement, alors j'ai hâte de lire son livre et je te remercie beaucoup, tu vois. Là, c'est les vacances qui vont arriver de fin d'année, donc je vais me délecter de le lire. Tu vois, Maria, quand je te dis que je l'ai faite pleurer dans l'interview qu'on a faite, alors je l'ai faite pleurer, alors, pas non plus, il y a une larme qui a coulé, bon, t'as compris. C'est parce que je l'ai touchée, je lui ai parlé de quelque chose dont on lui parle rarement, c'est son métissage. Et c'est vrai que elle était une des premières métisses, en tout cas mise en avant, si tu veux, aux États-Unis. Et elle a beaucoup souffert de ça. Elle a beaucoup souffert de ce métissage parce que sa maman savait pas très bien comment... c'est difficile, en fait. Tu sais, c'est très difficile d'élever des enfants métis. Et parce que tu vois, je te parlais tout à l'heure de la perte d'identité en parlant de Kafka, La Métamorphose. Mais tu vois, l'identité, elle est tellement difficile à comprendre en tant qu'être humain. Qui je suis, d'où je viens, qui sont mes parents, quelles sont les origines, quelle est l'histoire que je me trimballe sur le dos. Tu t'imagines, mes enfants, ils sont noirs et juifs. Donc, tu vois, la double histoire qu'ils ont et la double culture. Maria, on est sur noir et blanc. Et c'est vrai que moi, en plus, à ce moment-là, je viens d'avoir ma fille. Je crois que ma fille, elle doit avoir 2-3 ans quand j'interviewe Mariah Carey. Et du coup, je suis en plein là-dedans. Et je lui parle de ça. Et je lui dis, quel conseil t'aurais à me donner? Carrément, je lui dis. Toi, enfant métisse, bon, qui maintenant est une femme, tu vois. Et on a parlé comme ça de femme à femme. Et c'était hyper profond comme conversation et tout ça, hyper deep. J'imagine, ouais. Et c'est vraiment pas facile quand tu es entre deux identités qui, en plus, aux États-Unis, sont
à ce moment-là un peu l'une contre l'autre, c'est un peu compliqué. Tu t'imagines aujourd'hui, imagine-toi aujourd'hui un enfant qui aurait une mère israélienne et un père palestinien ou le contraire. Enfin, c'est très compliqué, tu vois. Donc, le truc, c'est merci. Je t'en prie. Merci pour ce cadeau. Et franchement, t'as visé dans le mille, t'es très, très fort. Merci. Et ça veut dire que je vais le lire, d'accord? Et une fois que je l'aurai lu, j'en saurai encore plus sur elle. Je pourrais la ressolliciter pour une sacrée interview masterclass dans mon prochain programme. Bah, écoute, je c'est prépare. tout le mal que je te souhaite. Là, on va parler un peu postérité parce qu'on arrive à la fin. Quel héritage tu voudrais laisser derrière toi pour les autres? Alors, j'ai déjà laissé pas mal de choses. Il y a déjà pas mal de choses que j'ai faites et qui sont là pour la postérité. Les magazines, les interviews, les spectacles, les clips. Il y a plein de choses que j'ai créées. Après, quel héritage je pense qu'à travers mes différentes activités, les interviews que je vais reprendre, vous verrez, bientôt ça arrive, Masterclass, l'émission sur YouTube. Tout simplement laisser en héritage des témoignages de vie, des conseils, des témoignages, de la motivation, tu vois. Pas que pour les femmes, j'aime aider les femmes comme les hommes, mais j'ai déjà beaucoup de choses. Tu sais, parfois, je marche dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent, ils me racontent tout ce que j'ai fait, ils savent mieux que moi. Bah, Alors j'étais là à ta soirée. J'en suis un exemple. Ouais, j'étais là quand t'as fait ça, j'étais là à ta soirée. J'avais 15 ans, ta soirée a marqué ma vie. Un jour, à l'aéroport, je rencontre un steward qui me dit ça. Tes soirées ont marqué ma vie, j'y pense tous les jours. Ah bon? Ou telle interview que t'as faite a marqué ma vie, ou tel clip que t'as fait m'a marqué. Donc c'est vrai que cet héritage-là, j'en ai déjà laissé pas mal et j'aimerais par la suite laisser en héritage comment te dire, des créations des contenus, peut-être un livre. On me dit souvent, faudrait que tu écrives, tu vois. Exactement. Je vais faire la même préface que Maria. Il m'a fallu toute une vie pour trouver le courage d'écrire mon autobiographie. Parce que moi aussi, je commencerai comme ça, parce que c'est des années qu'on me dit. Franchement, tu devrais. Vraiment. Tout le monde, enfin beaucoup de monde, à commencer par ma maman, qui me le disait tout le temps, faut que tu écrives un livre, donc pourquoi pas, tu vois, ça peut être ça, un livre, un documentaire. Je suis entièrement d'accord avec Mais tu sais, à travers les émissions que je vais refaire, les masterclass, ça va être aussi laisser des choses pour la postérité, parce que du coup, ça sera visuel, et puis donc peut-être un livre, peut-être un documentaire, peut-être une émission. Ouais, j'aimerais beaucoup peut-être un film aussi sur ma vie. Souvent on me dit, Valou, t'as eu 17 vies, on aimerait bien les avoir dans un film, on aimerait bien dans le film la scène où tu vis à Brooklyn avec le gros dealer du quartier, tout ça, calibré, enfin tu vois. Ah bah oui, il y a plein de choses, Audrey. Donc si tu veux, il y a tellement de choses à raconter qui peuvent après être, pourquoi pas, on me dit souvent que j'ai pu inspirer. Il y a souvent des femmes qui viennent me voir, qui me disent, tu nous inspires, Valou, en Suisse, en Belgique. Donc oui, peut-être un témoignage de vie aussi, avec tout ce que ça comporte, avec les succès, avec les échecs, avec les trahisons, les erreurs, mais aussi les belles choses qui ont été construites et qui sont en train de se faire, qui se font. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un magnifique studio, un super label, des super artistes, 2 super tournées à notre actif, que ce soit l'âge d'or du rap français ou Secteur A. Tu vois, de gros artistes, de gros clips, il y a beaucoup de choses. Et continuer encore à donner et à former et à apprendre aux gens qui ont envie d'apprendre ce métier formidable qu'est l'industrie musicale. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la sérénité, de la paix, travailler dans mon don ultime. Maintenant, vous savez ce que c'est. Et puis la réussite de mes enfants, puisque finalement, c'est ce qui est le plus important, en tout cas pour moi. La réussite de mes enfants et continuer une grande carrière avec mon associé Michel et qu'on puisse continuer à réaliser les grands projets qu'on est en train de faire. Et j'aimerais aussi que Michel retrouve sa paix
intérieur On le souhaite, ouais. et sa sérénité, parce que c'est toujours très difficile pour lui 3 ans après l'agression. Et comme je travaille à ses côtés, forcément, voilà, je vis ce qu'il vit. Et c'est pas facile. Donc je souhaite ça, qu'il retrouve la paix, la sérénité, que mes enfants réussissent leur vie, et puis que les projets de notre boîte Black Gold continuent à se pérenniser, et que Masterclass, l'émission, arrive comme un météorite sur Terre, et bouleverse tout, et bouleverse tous les codes de l'interview. Parce que ce que je vais faire, je l'ai déjà fait, mais encore plus bouleverser les codes de l'interview et les façons de s'adresser aux artistes. C'est-à-dire que leur dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, leur dire des choses qui vont leur faire aussi du bien, qui vont les faire aussi se remettre en question. On va parler de santé mentale, on va parler de leur entourage, on va parler de leur santé physique, on va parler de leur rapport avec l'argent, on va parler de beaucoup de choses comme ça, qui sont souvent très tabous. Un journaliste, il n'a pas envie de dire tout ça à un artiste, parce qu'il se dit, attends, ça se trouve, il va pas me répondre, il va me dégager, moi j'ai juste envie d'être dans ces petits papiers. C'est bon, moi j'ai déjà fait tout ça, j'en suis plus là. Aujourd'hui, quand je parle avec les artistes, on va aborder vraiment de vrais sujets. Et on va découvrir les vrais êtres humains qu'ils sont derrière la façade artiste. Ok, déjà, on passe le bonjour à Michel Zecler. Pour parler d'entourage, pour en revenir, Matt Pokora disait c'est le premier talent d'un artiste, d'avoir un bon entourage. Et tout ce que tu as dit, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Réussite des enfants, la sérénité, la paix. Paix et amour sur vous. Et c'est pour ça que ma série culte et ma série référence, c'est Entourage. C'est exactement pour tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai rajouté le gold après mon surnom, en référence à Harry Gold, personnage emblématique de la série Entourage. Ok, c'est bon à savoir. En tout cas, Valou, sache que ça a été un énorme plaisir. Franchement, une joie pour moi de te recevoir ici, d'avoir échangé avec toi. Est-ce que tu as appris des choses, Audrey ? Bien sûr. Alors voilà, maman, c'est ma question. Ah oui. Oui. Moi, je suis le premier auditeur. C'est vrai ? Ah oui. Franchement, merci. Merci pour ta bienveillance, tes mots, la pertinence. Merci pour ce que tu fais. Merci de continuer à propager cet art du podcast, cet art de l'interview, cet art de mettre en avant des personnalités, des artistes. Parce que finalement, il n'y a qu'en communiquant et quand toutes ces traces qu'on laisse, tu vois, les podcasts, les vidéos, pour le futur, il n'y a que comme ça qu'on aidera le monde futur aussi à se construire et à comprendre le monde qu'on vit aujourd'hui, en espérant que le monde futur soit pas aussi catastrophique qu'on a l'impression qu'il va être. Ok, écoute, c'était le mot de la fin. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Ciao.